Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Et oui, c'est tous les jeudis, c'est 10h midi. Bonjour, bienvenue, venez de nous rejoindre à l'instant. Eh bien, ça va bien se passer, on est ensemble jusqu'à 12h avec toute l'équipe de la matinale. Ce matin, enfin toute l'équipe, on est en format réduit ce matin, parce que vous savez, c'est quand même les congés. Donc il y a Max qui est avec nous, ça va Max? Ça va très bien et toi? Bon, on va parler catch ce matin? Ouais, on va continuer sur les chroniques de catch et donc là je vais vous présenter l'Undertaker. L'Undertaker, ok. Et puis, bien évidemment, Tom, qui est de retour de vacances. Ça s'est bien passé tes petites vacances, mon petit Tom? Je ne t'entends pas, donc je ne sais pas pourquoi. Vas-y. Non plus, je t'entends non pas. plus. Ah bah si. Et là, est-ce que je t'entends mieux? C'était court, mais c'était bien. Magnifique, voilà, ça c'est le truc du direct. Oui, on c'est a que ce matin, on a des petits soucis. C'est un petit peu compliqué avec OBS, mais on a au moins un peu d'images. On n'aura pas toutes les images, on va faire ce qu'on peut, mais on parlera de pop music et puis de jeux vidéo comme chaque semaine. Et il y a quelques actus cette semaine intéressantes. Bien, et bien comme tous les jeudis, on va démarrer avec l'actualité musicale de la semaine écoulée, bien évidemment. Le top singles, le top album. Petite info, top singles, vous savez qui est numéro 1 ou pas cette semaine? Ah bah bien sûr. Comme d'habitude. Bon, super. C'est un rappeur. C'est Soul King qui est toujours en tête et les chansons de Barbie Soul qui King. également cartonnent. On aura l'occasion d'en écouter une tout à l'heure. C'est du rap ça, Soul King, ou c'est un genre de reggaeton? C'est Casanova, le titre. C'est Soul King et Gazzo qui passent une deuxième semaine consécutive au sommet du top singles, tandis que le controversé rappeur Freeze Corleone signe donc une belle entrée à l'instar de Travis Scott qui vient de sortir son album, s'appelle Utopia. Voilà, donc vous aurez tous les chiffres bien évidemment. Désolé de te couper, j'ai lu ce matin que la musique de Travis Scott a été enregistrée dans le studio français qui a été racheté par Brad Pitt. Ah oui, exact. Voilà. Exact. Donc à écouter sans modération. Top album, petite idée de qui est numéro 1 ou pas du tout? Ça doit être encore l'un des deux que tu as cité, Gazzo peut-être? Gazzo peut-être, bah non, c'est pas Gazzo, c'est pas Gazzo. Jul peut-être, oui. C'est pas Jul non plus. Peut-être sortir un énième album. La mer noire non plus. Un indice. Non, c'est notamment la sortie de la BO du film Barbie, qui cartonne bien évidemment. Donc numéro 1 du classement, ça a détrôné Nino bien évidemment. Tandis que Blur débarque et que les Stray Kids s'envolent également pour cette nouvelle semaine. C'est des semaines qui suivent et qui se ressemblent. Voilà, donc le rappeur qui trône toujours à la première place du top album pour la 4e semaine consécutive et son dernier disque Ni affiche donc 10 600 équivalents ventes au compteur, ce qui est pas mal, mais une petite baisse quand même de 21% par rapport à la semaine écoulée. Donc voilà pour toutes les infos concernant le top album et top singles. C'est pop, c'est top. It's pop music. Hi, this is Sam Smith. What's up, y'all? I'm Alicia Keys. Hey, this is Imagine Dragons. Top Music. C'est top, c'est pop musique, et c'est Tom, et cette semaine on parle de qui? On va parler de tournée et de l'affaire avec Lizzo. Ah oui, Lizzo. Il y a pas mal de choses à dire. Bon, alors c'est souvent les mêmes actus qui reviennent en ce moment. Je vais parler de Harry Styles et Taylor Swift, de leur tournée plus précisément. On va commencer par Taylor Swift, on en a parlé la semaine dernière. Et bon, vous le savez, c'est pas un secret, sa tournée cartonne dans le monde entier. Elle vient de finir sa partie américaine. Et c'est un véritable succès à l'international. Elle devrait générer jusqu'à 1 milliard de recettes. Et d'après Question Pro, une société d'études de marché, la tournée pourrait même contribuer à l'économie et ajouter jusqu'à 5 milliards de dollars. Puisqu'on a remarqué en fait qu'il y a une augmentation des fréquentations des hôtels dans les différentes villes américaines où elle est passée lors de sa tournée. Et en plus de ça, en plus des réservations d'hôtels qui étaient vraiment pleins à craquer, ce qui arrivait assez rarement dans certaines grandes villes, pour certains hôtels en particulier, ils ont vu qu'il y avait une augmentation des fréquentations des restaurants, beaucoup plus de personnes qui participaient aux activités de la ville, et forcément ça coïncidait avec les dates de la tournée. Donc on n'y pense pas, mais c'est vrai que un concert, certes, on va voir quelqu'un, mais aussi on consomme dans la ville, donc c'est beaucoup plus lucratif qu'on le pense. Et c'est une sacrée tournée, comme j'ai dit, on est sur 1 milliard de recettes prévisionnelles. Apparemment, chaque date de concert, c'est environ déjà 13 millions, un minimum. Donc c'est énormément d'argent engrangé. Et d'après Julie Calvert,
J'aime bien son nom. J'avais pas remarqué en préparant la chronique. Elle est présidente de l'agence de tourisme Visit Cincinnati. Et elle explique que l'impact économique créé par Taylor Swift est stupéfiant, car les fans viennent de loin pour assister à ses concerts, remplissant les hôtels, les restaurants, les attractions locales. D'ailleurs, soit dit en passant, en effet, les gens viennent de loin, parce que bon, l'Amérique c'est très grand, mais il y a des gens qui sont prêts à vraiment aller à l'autre bout de l'Amérique pour avoir leur place, parce que parfois ils n'arrivent pas forcément à avoir une place dans leur état. Ce qui fait qu'ils sont obligés d'aller carrément à l'autre bout du pays, voire même outre-Atlantique, parce que ça arrive avec les prix des tickets. Il y a vraiment des Américains qui viennent en Europe pour voir des fois leurs artistes préférés, parce que des fois c'est même moins cher avec les systèmes d'enchères d'avoir un billet pour aller à l'étranger et voir un artiste que des fois avoir un billet dans son propre pays. Bon, c'est un peu les particularités là-bas. Et du coup, avec tout l'argent qu'elle a gagné, elle a décidé de donner une prime un peu à tout le monde. Et elle a commencé par verser un chèque de 100 000 € à chacun des 50 camionneurs qui transportent le matériel, tout l'équipement de sa scène. Ouais. C'est voilà, une bonne prime, quoi. 50 000, bon. 50 €, c'est ça? Donc 100 000 €, et au total, en fait, ce serait 55 millions de dollars de primes versées à toutes les personnes ayant travaillé sur la tournée, donc les musiciens, les danseurs, les techniciens. Donc voilà, si vous cherchez un travail extrêmement bien payé, elle va passer en Europe, donc appelez-la. Ouais. Et puis faites camionneur, musicien pour sa tournée. Et c'est sympa, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup vraiment d'artistes qui font ce genre de choses. Hein. Non, je pense pas non plus. Non, en effet, ouais, c'est vraiment. 5 millions, ça pique. Hein. Ouais, il faut les sortir. C'est sûr. Bon. Oui. Donc voilà, et ensuite c'est Harry Styles qui a fini sa tournée Love on Tour, qui a été un véritable succès. Il fait de la musique depuis un sacré moment, lui, quand même, puisqu'il avait commencé avec les One Direction. Ça fait, je crois, 13 ans de carrière à son actif, et c'est sa deuxième tournée en solo, un véritable carton, vu que son précédent album et puis son dernier Harry's House sont de véritables succès. Le 22 juillet s'est terminée la tournée Love on Tour, et il a décidé de reverser 6,5 millions de dollars à 26 associations luttant pour l'environnement, l'éducation ou encore le contrôle des armes à feu, sujet forcément sensible aux États-Unis. Ouais. Donc voilà, une tournée qui a rassemblé 5 millions de spectateurs quand même à travers le monde. C'est aussi une belle action, et là pour le coup ça arrive même assez souvent. Je pense que des artistes, pas forcément des stars internationales, reversent quand même une partie de l'argent de la tournée à des associations. Voilà, maintenant on va parler d'un sujet beaucoup plus sérieux, ça va être l'ISO. À l'ISO, oui, c'est vrai que l'ISO, cette semaine, j'ai vu qu'elle a eu quelques petits soucis. En effet, t'as pas vu? Non, j'ai pas fait gaffe, non. Moi, je dormais ce week-end. T'as vu rapidement? Moi, j'ai vu juste rapidement, j'ai suivi, quand t'as écrit la chronique, je regardais vite fait. Ouais. Apparemment, elle a été accusée de harcèlement, c'est ça? Exactement. Ah oui, d'accord. Je suis extrêmement surpris, les fans de l'ISO également, puisque c'est une artiste qui, justement, se bat contre les formes de harcèlement, qui se bat pour ce qu'on appelle la body positivity, qui est très engagée dans différentes causes. Et là, 3 de ces anciennes danseuses ont porté plainte pour harcèlement sexuel, religieux et racial, des discriminations relatives au handicap, agression et séquestration, entre autres choses, ce qui est quand même pas mal. Oui, c'est pas un petit truc. Voilà. Ça a de quoi étonner. Et l'avocat des danseuses a expliqué que la façon dont l'ISO et son équipe de direction ont traité leurs employés semble aller à l'encontre de tout ce qu'elle défend publiquement. Je cite l'avocat qui dit ça. En privé, elle fait des remarques sur le poids de ses danseuses et les rabaisse d'une manière qui est non seulement illégale, mais absolument démoralisante. Alors en conséquence, le responsable de l'équipe des danseuses de l'ISO a également été accusé d'avoir tenu des remarques à caractère sexuel sur certaines danseuses et d'avoir aussi voulu répandre sa foi chrétienne. Donc un beau merdier, si je puis dire. D'autres proches de l'ISO ont aussi fait part de ce genre de comportement. Comme une réalisatrice qui s'appelle Sophia Nally Allison et qui a travaillé avec elle sur un tournage consacré à sa carrière. Et elle a dit sur les réseaux sociaux, j'ai été traitée avec tellement d'irrespect, j'ai vu à quel point elle est arrogante, égoïste et méchante, je n'ai pas été protégée et j'ai été jetée dans cette situation de merde, je cite, sans soutien. Mon esprit m'a conseillé de fuir aussi vite que je pouvais. Lire ces accusations me fait me rendre compte à quel point la situation était dangereuse. Ce type d'abus de pouvoir va bien trop loin.
Ouais, incroyable. Donc on va voir après. Bon, oui, bien il y a sûr, la toujours des présomption d'innocence. accusations, Mais si c'est vrai, je trouve que c'est quand même c'est chaud parce que c'est une artiste c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Quelque part, oui. Et non, je serais vraiment très déçu et je pense que ça va de toute façon ça va nuire à sa carrière, hein, que ce soit avéré ou pas, ça a toujours des conséquences. Mais voilà, bon après, ça arrive souvent, hein, ces histoires de harcèlement, pas que dans le cinéma, on en entend beaucoup parler dans la musique. Et souvent les gens en profitent en même temps de porter plainte pour justement que ça ait un impact et que ça ait plus de poids. De l'artiste, bien sûr. Donc voilà, on verra par la suite, on en reparlera. Bien. T'avais un truc à rajouter, mon petit Tom? Oui, par rapport à l'ISO. Alors vous savez, en ce moment, Beyoncé est en train de terminer sa tournée et dans l'une des musiques de l'album Renaissance de Beyoncé, une reprise de Madonna, d'ailleurs c'est une reprise de Vogue je crois, elle change à un couplet et puis elle cite différents artistes, dont l'ISO. Et lors de sa tournée, quand elle a chanté cette musique, elle n'a pas dit le nom de l'ISO. On entendait la musique en back qui forcément mentionnait le nom, mais elle l'a fait. Et ça arrive souvent, ce genre de circonstances où les artistes qui connaissent pas forcément bien l'ISO prennent un peu de distance. Voilà. On protège un peu ses intérêts aussi, comme je le disais en off. Donc voilà, on en saura plus. Bon, en attendant, voilà. Présomption d'innocence, c'est important. Bien, bon, 2-3 petites infos avant de passer à la chronique de Max. Vous savez qu'on parle du biopic de Kylie Minogue qui devrait partir très prochainement en tournage. Donc elle a trouvé a priori l'actrice qui devrait l'incarner dans ce biopic. Donc voilà, elle vient de sortir en même temps un single, elle s'appelle Palam Palam, je sais pas si vous l'avez écouté. Ouais, je suis pas très fan, tu vois. Pareil. Voilà, bon, il cartonne en tous les cas, on peut être fan ou pas fan. En tous les cas, elle s'apprête à sortir donc son nouvel album et lancer sa résidence notamment à Las Vegas. Et lors d'une interview, elle a révélé le nom de l'actrice qu'elle aimerait bien voir incarner dans un potentiel biopic, mais a priori ça y est, ça serait signé. Une comédienne star au plus gros succès cinématographique du moment. Est-ce que vous avez une petite idée de qui c'est? C'est Barbie, Margot Robbie, non? Ouais, Margot Robbie. 49 millions d'albums de streaming en ce moment sur Spotify pour Kylie Minogue, c'est quand même pas mal. En effet, ça fait une bonne session. Oui, c'est un véritable succès, pas d'âme. C'est clair. Non, ça cartonne vraiment. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remix aussi, mais moi je suis pas très fan, mais par contre, oui, c'est un gros carton. C'est un gros carton. Autre petite info concerne l'actualité musicale de la semaine. Vous connaissez L.E.G., vous savez, le groupe là, qui fait des reprises. Voilà. Donc pour son Summer 2023, ils reprennent donc Beyoncé, Jul et David Guetta. Donc en même temps. Alors en même temps c'est compliqué. C'est compliqué. Jul et David Guetta, déjà Jul tout seul c'est compliqué. Je crois que c'est peut-être le plus facile. Ouais, je pense aussi. C'est vrai, non mais c'est plus facile, même vestimentairement parlant, je pense que c'est. Oui, là aussi, je pense que voilà. T'as pas trop de mal à me déguiser en Jul, tu vois, je veux dire, c'est assez simple. En tous les cas, voilà, c'est leur nouveau single, ça vient de sortir. Je vous invite bien évidemment à aller découvrir tout ça sur vos plateformes de streaming préférées. Vous avez vu que Taylor Swift, il y a des employés qui demandent que des concerts soient annulés. Tu l'avais vu ça ou pas? Ah non, ça j'ai pas vu. Ouais. Cette semaine, pourquoi? Taylor Swift termine. Parce qu'ils ont pas eu la prime en fait. Le volet américain de sa tournée avec 6 concerts, notamment à Los Angeles. Mais les shows pourraient-ils être annulés? C'est ce que demande le personnel hôtelier de la ville qui est en grève maintenant depuis quelques semaines. Ah ouais, ok. Donc voilà, les gens sont un peu inquiets parce que ceux qui avaient réservé des places, si c'est annulé, ça fera un peu comme Mylène Farmer. Il y a des gens, tu l'as dit tout à l'heure, qui venaient de très très loin. Et voilà, quand tu as dépensé 2 ou 3 000 $ pour venir voir une artiste et qu'on te dit bah non, du coup, il n'y aura pas de concert, ça pique un peu. Donc il faudra suivre cette histoire de près parce que pour l'instant, c'est encore pas défini si les concerts auront lieu ou pas. Autre petite info qui m'a bien fait rire cette semaine, on vous fera pas écouter le singles, parce qu'on tient à ce que vous restiez avec nous. Que ça fait très mal aux oreilles. Affida Turner qui vient de sortir un nouveau single. Bon, déjà on avait sorti La Dinde du Four la dernière fois. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était assez énorme quand elle est passée, c'est Jordan Deluxe. Non mais l'autre avec son fumigène au milieu du truc où elle sort, une dinde. C'était ça, c'est l'image d'une dinde, oui, tout à fait. Ça marche à Noël, quoi, tu vois. Mais ça marche pas au mois de juin. Et là donc Affida, elle vient de nous reprendre un tube des années 80. Bon, alors, je sais pas, est-ce que vous avez vu le film d'horreur Massacre à la tronçonneuse? Oui. Eh bien, on a la même chose ici, c'est Massacre aux oreilles. J'imagine pas. Alors, vous vous souvenez tous de ce tube de High Energy de Evelyn Thomas, un tube disco, qui est très super disco, en plus. Et elle l'a repris, sauf qu'elle a déjà, je pense qu'au niveau de la voix, elle va pas
trop non plus parce qu'à un moment donné elle a plus de souffle, on l'avait vu notamment dans TPMP. C'est compliqué. Donc là, c'est ça. Ouais. Okay. Mets une dinde au four et fais-la parler après toi, tu vas voir. Il va pas lui rester beaucoup d'oxygène. C'est ça le problème. Non, on plaisante, on aime beaucoup Afida, mais là pour le coup, il faudrait qu'elle arrête la chanson. Voilà, c'est non, mais c'est vrai, autant parce qu'au bout d'un moment c'est plus possible quoi. Ça va plus. Elle aurait jamais dû commencer de toute façon, ça aurait été plus simple. Bref, en tous les cas, ça sera son nouveau single, c'est sorti cette semaine et c'est High Energy. Ah oui, c'est pas fléché pour le nom, c'est le même. Quoi. Ah non, c'est pas fléché, non, c'est la même, exactement la même. Hein. Bon allez, on passe au catch tout de suite. Hein. Vous savez qu'on fait une petite chronique spéciale pour l'été où Max, qui est un passionné de catch, nous raconte un peu l'histoire. C'est assez rigolo. L'histoire de certains catcheurs. Alors oui. Et donc là je vais vous présenter du coup l'Undertaker, plus connu sur le croque-mort, hein. Fallait y penser, c'est les années 90, de toute façon à l'époque il y avait des rôles très bizarres entre un clown, un dentiste, un croque-mort, il y avait de tout quoi. Et donc là je vais vous parler de Mark Calloway, donc qui est né le 24 mars 1965 à Houston au Texas. Donc de base lui il devait pas être catcheur, hein. Il devait être plus un basketteur, il était passionné par le basket, il était déjà très grand, hein. Déjà à 11 ans il faisait pratiquement 2 mètres, hein. C'est pour dire déjà un grand gabarit. Sauf que le souci, il va vite se blesser au niveau des genoux et puis on verra par la suite au niveau de sa carrière qu'il aura beaucoup de blessures, ça va un peu l'éloigner très souvent, donc il se dit enfin contre le basket c'est peut-être pas pour moi à cause des blessures, et donc il va s'entraîner à la salle de sport et puis il va rencontrer une personne qui va dire tiens j'ai un essai pour devenir catcheur professionnel, est-ce que ça te dit? Il dit ouais pourquoi pas y aller, en fin de compte ça l'a plu, il est devenu catcheur comme ça. D'accord. Donc en fin de compte au niveau des mi-80 il va faire beaucoup de luttes dans beaucoup de territoires de développement, y compris la WCW, vous vous rappelez c'est l'autre grosse compagnie de l'époque, sauf qu'à un moment donné malgré des bonnes performances, que dans le ring il est très bon, ils vont pas le garder, il va demander une augmentation puis de signer un nouveau contrat, ils vont refuser sa demande et donc des officiels de la WWE qui le suivaient depuis un bout de temps veulent le prendre en fin de compte, sauf que dès qu'il arrive ils n'ont pas d'idée pour lui, ils se disent on va te mettre comment. Alors au début, ce qu'il faut savoir c'est pour les Survivor Series 90, donc c'est là où il va faire vraiment ses débuts en novembre 90, donc on est en pleine période de Thanksgiving aux États-Unis, et à un moment donné il parlait que ça aurait dû être une poule, tu vois, c'est pour dire à un moment donné poule d'Inde, on est dans le thème, c'est raccord, hein, sauf que du coup c'était Tina Turner du coup qui est sorti, c'est ça, t'avais un œuf qui devait éclore à un moment donné pendant le truc, on s'est dit ça va pas être l'Undertaker quand même. T'as déjà entendu une dinde chanter? Phila Turner quoi. Un match de catch avec Afida Turner, ce serait énorme. Contre la dinde, elle est en poids lourd en plus, hein, je pense. Ah oui. Ah la vache. Et donc du coup il va faire ses débuts en 1990, il est annoncé par Ted DiBiase, donc lui c'est un rôle de milliardaire, en fin de compte il annonce qu'il a acheté la mort, donc l'Undertaker arrive en croque-mort, et donc je vous laisse écouter la première musique, et là on est en Non, tu nous laisses rien écouter du tout, il est pas prêt Manu. Ah mince. Alors c'est quoi déjà ta musique? C'est la première, c'est dans l'ordre normalement, t'as 1, 2, 3. C'est la première. Ouais. Ce matin c'est une cata, hein. On est vraiment à la ramasse complet, donc c'est parti pour la première. C'est ça. C'est bien ça, ouais. D'accord, ça commence par un gong. Ah oui, c'est la mort qui arrive. C'est la mort qui arrive. Ah oui, effectivement. Oui, hein. Là, t'es 6 pieds sous terre, là. Il faut rappeler que chaque catcheur a un rôle, hein. C'est ça, vraiment un rôle. Ça s'appelle une gimmick, et donc ils ont un rôle, et puis ils essaient de mettre bien sûr des musiques qui collent très bien au rôle du catcheur. Ouais. En l'occurrence là, tu peux pas faire mieux, je pense. C'est clair. Et ce qui est fou lors de son entrée, c'est que dans la salle, il n'y a aucun bruit. C'est la première fois que ça arrive, et tous les gens ont peur, se disent mais c'est qui ce gars? Parce qu'il faut savoir, dès qu'il arrive, il fait 2m10. Il est grand, il a les cheveux à l'époque en arrière, donc c'est un grand roux qui est blanc avec le visage pâle et puis des cernes qui sont marquées au maquillage, donc ils se disent il fait flipper quoi. Ouais. Même sur le ring, tu vois, les catcheurs ils sont pas sereins non plus quoi. Alors faut juste signaler que ce matin, comme on a un gros problème avec notre streamer, on peut pas vous montrer les images. Malheureusement non. On a que les caméras qui font ça. Et donc pour ses débuts, il va tout simplement battre tout le monde parce que c'est un match 4 contre 4 en équipe et il va éliminer les 4 personnes. Déjà pour commencer, on peut pas faire mieux aussi. Hein. D'accord. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc Ted DiBiase va lui présenter un nouveau manager pour l'Undertaker pour ses débuts, ça va être Paul Bearer. Ce qu'il faut savoir dans la vraie vie, c'est que ce monsieur-là, il a déjà un doctorat en sciences mortuaires, le mec. Donc tu vois, il est en plein dans le thème. Ah oui, en sciences mortuaires. C'est ça. Donc lui, il a été directeur funéraire et tout. Donc c'est-à-dire qu'il est en plein dans le thème. Donc dès qu'il a signé chez la WWE, ils ont dit, on a un rôle pour toi.
Il ne pouvait pas faire mieux. Et ce qui est bien dans ce rôle-là, ce qui va être intéressant, c'est que l'Undertaker, il va puiser ses puissances grâce à une urne que du coup Paul Bearer a dans sa main. Donc s'il est en difficulté, il ouvre l'urne et puis il a de l'énergie. Tu vois, c'est à l'époque les effets spéciaux, on est en plein dedans. mais c'est pas terrible. Les effets spéciaux 90, c'est dommage qu'il n'y a pas les images parce qu'il y a une vidéo, c'est bien pourri, quoi. Et donc, à peine un an après son arrivée, il va gagner le championnat de la WWF contre Hulk Hogan. J'en ai parlé précédemment. Mais bon, faut pas déconner. Hulk Hogan, c'est Hulk Hogan, donc il reprendra son titre 6 jours plus tard. Voilà. Ça va vite quand même les changements de titre chez eux. Oui, c'est vrai. Ouais, ça va très très vite. À cette époque-là, ça change tous les mois pratiquement. D'accord. Donc non, ça c'est catastrophique. Et donc en 1992, donc 2 ans après ses débuts, il va être de plus en plus populaire et aimé par les fans. Donc il va faire un face turn, c'est-à-dire qu'il va devenir gentil. Et donc il va attaquer ce qui devait être, il va sauver ce qui devait être son ennemi pour du coup attaquer son ancien ami. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est un grand classique dans le catch. C'est ça. Soit on fait les face turns, donc on devient gentil, ou alors on tourne heel, c'est-à-dire qu'on attaque par exemple un gentil pour devenir le méchant. D'accord. Ok. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de 93 à 94, il va enchaîner les petites rivalités, donc des petits matchs pas très intéressants pour le coup. Surtout à cette époque-là, il n'y a pas d'énormes catcheurs, il n'y a pas des rôles très intéressants. Hulk Hogan, il a été testé positif à ce moment-là à stéroïdes, donc du coup, il est parti en même temps. Voilà, tout le monde part parce que ils ont plus d'argent, donc ils proposent plus un gros cachet ailleurs. Et donc, nous sommes maintenant Royal Rumble 94, donc nous sommes en janvier 94, et donc il va perdre un match dans un casquette match, donc c'est un match de cercueil. Le principe du match, c'est tout simplement de mettre son adversaire dans le cercueil, de le renfermer. Voilà. Non, c'est les années 90. Voilà. Ils cherchaient des matchs et donc des stipulations. Et donc là, pour le coup, c'est un classique des années 90. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Undertaker allait gagner le match, mais il va perdre puisque 10 catcheurs vont arriver. Oui, parce que c'est l'Undertaker, donc pour le battre, il faut être au moins à 10 pour le mettre dans le cercueil et le renfermer. Et donc malheureusement, ça c'était la vidéo avec les effets spéciaux qui étaient bien dégueux. Et donc il se retrouve dans le cercueil et on voit du coup la lumière qui s'éteint. Et on voit donc du coup au niveau de l'écran de l'arène, donc ça a été filmé à l'intérieur du cercueil. Alors bien sûr on voit pas du tout que ça a été filmé 3 heures avant le match, tu vois, tellement que c'est pas beau du tout. Et donc on voit l'Undertaker qui parle, qui dit vous n'avez pas tué l'Undertaker, je ne reposerai pas en paix. Et le cercueil explose dans l'écran, alors que quand on regarde, on dirait qu'il n'explose pas du tout. C'est pour ça que ça aurait été très marrant avec l'image pour le coup. C'est vrai. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant quelques mois, l'Undertaker va s'absenter, va prendre du repos pour soigner ses blessures et puis voilà, pour se reposer un peu. Donc il va revenir à 6 mois après. Il va être ramené par Ted DiBiase, donc la personne qui l'a fait ramener au début. Il a dit encore j'ai racheté la mort, c'est moi qui a fait venir. Sauf que là on se rend compte que l'Undertaker est méchant. D'accord. Sauf qu'en fin de compte c'est pas lui. Ah oui, c'est ça que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'ils vont faire venir un mec qui est Brian Lee, qui est le cousin de la vraie vie de donc Mark Calloway, qui joue l'Undertaker, pour être un Undertaker méchant. Et ensuite l'Undertaker gentil va revenir un mois après le méchant pour s'affronter un match Undertaker contre Undertaker à SummerSlam 96. D'accord. Voilà. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ah oui, c'est original, mais c'est très compliqué. Au début, l'histoire est intéressante, mais quand tu regardes le match, il est à chier parce que c'est les deux mêmes catcheurs qui s'affrontent, donc c'est pas marrant, quoi. Ouais, d'accord. Tu vois deux catcheurs qui sont lents parce que Croque-Mort, donc il avait dit dans une interview l'Undertaker pour marcher, en fin de compte, il faisait comme les zombies dans les westerns, il marchait très lentement. Donc tu vois, le match est très lent, il est pas bon du tout, quoi. Et donc après ce match, donc le vrai Undertaker va battre le méchant. Il va avoir son match revanche contre Yokozuna dans le casquette match, qui va cette fois-ci remporter pour devenir challenger numéro 1 au titre de la WWE. Et donc là, nous sommes en fin 95, début 96, et donc là, il va entamer sa rivalité avec son premier gros ennemi, qui va lui causer pour la première fois de sa carrière des gros problèmes. Donc son ennemi s'appelle Mankind, qui veut dire humanité en anglais. Et donc le rôle de ce catcheur, c'est un psychopathe portant un casque de cuir sur le visage et vivant dans la salle des machines. Donc c'est là où tu as tous les machines, les chauffe-eau, les tuyaux, enfin voilà, c'est vraiment, le mec vit là-dedans. Et son meilleur ami, c'est un rat. Tu vois, c'est pour dire que le mec, ils n'avaient pas d'idée. On va dire, on va mettre un psychopathe. Et pour la première fois de sa carrière, l'Undertaker va pas être bien, il va avoir peur. Et c'est là qu'on voit que l'Undertaker est beaucoup plus humain que l'époque. Et donc ce catcheur-là, Mankind, va tout simplement en 2 matchs battre l'Undertaker, c'est jamais arrivé à l'époque, quoi. Et pendant un autre match, il va le battre lors d'un Boiler Room Brawl. Donc le principe du match, c'est qu'il commence dans la salle des machines. Et en fin de compte, le résultat, faut qu'ils arrivent jusqu'au ring. Et le premier qui obtient l'urne qu'a Paul Bearer gagne le match. Donc l'Undertaker y arrive. Donc là, on se dit, bon, c'est bon, il a gagné le match. Sauf que non, Paul Bearer va le trahir. Il va lui mettre un coup d'urne sur la gueule et donc c'est la trahison. C'est la trahison. Un bon coup dans les valseuses. Ah oui. Non, là c'est sur la tête et tu vois qu'en plus il saigne vraiment, quoi. Il a bien mis. Ah oui. Parce qu'il faut savoir, le sang dans le catch, ça a toujours été vrai. Les petites anecdotes, c'est que
en fin de compte, à chaque fois, si vous avez déjà regardé un match de catch, quand ils mettent un coup de chaise sur la tête ou un truc comme ça, ils se tiennent toujours la tête comme ça. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont une lame de rasoir qui cache, ils appuient comme ça, puis hop, et c'est du vrai sang qu'ils ont. D'accord, ok. Ouais. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de le faire. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui sont morts qui ont trop abusé de ça pour le coup. C'est le catch de l'époque, hein. C'est très dangereux et puis c'est comme ça. Ces effets spéciaux de dingue. Hein. Ouais, sauf que là c'est la réalité et bon, ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être pas faire ça en fait. Donc du coup, Paul Bearer trahit l'Undertaker et se devient l'allié du coup de Mankind, sauf que en fin de compte, ça ne servira pas à grand chose puisque l'Undertaker va se venger de tout le monde et va tout simplement battre tout le monde, y compris sans l'ancien manager qui va affronter dans un match en cage. Il va tout simplement le punir. Et ce qu'il faut, voilà, au coin. C'est ça. Il va tout simplement le mettre au coin, tu reviens plus. Sauf que Paul Bearer va regretter, il va lui demander donc son pardon, sauf que l'Undertaker va refuser. Et à un moment donné, c'est là que ça va devenir intéressant puisqu'il y a une histoire qui dure depuis très longtemps, c'est que pour le premier match, j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'Undertaker au début s'appelait Kane Undertaker. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Bearer va annoncer que Kane est vivant. Mais qui est Kane ? Kane, en fin de compte, c'est le frère de l'Undertaker. Ça va très loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc du coup, dans la maison de l'enfance de l'Undertaker, accidentellement, il a mis le feu à la baraque en fait. D'accord. Il a laissé son frère mourir. Tout le monde croit qu'il est mort, il est brûlé de la tête aux pieds, ce qu'on en fin de compte il est vivant et son but c'est de se venger de son frère. Ah, c'est une belle histoire quand même. Ah oui, c'est beau, c'est beau, franchement. C'est une belle histoire, c'est incroyable. Et donc là nous sommes Bad Blood 1997, j'en ai parlé aussi il y a 2 semaines, c'est Shawn Michaels contre l'Undertaker dans un match Hell in a Cell que je recommande à tous de regarder. Et donc là on a affaire au meilleur début je pense pour un catcheur, c'est qu'à un moment donné les lumières s'éteignent, l'Undertaker allait gagner, puis là on voit Kane qui arrive. Ken et Barbie ? Non, Kane, pas Kane. Kane, son frère qui arrive et il arrache la porte de la cage, il rentre, et là l'Undertaker a peur, il lui fait sa prise de finition et Shawn Michaels remporte comme ça le match. D'accord, donc c'est naze. Voilà, tout simplement. Mais le match est très bien, faut le regarder, le finish est très bien parce que pour un début de catcheur on peut pas faire mieux. Et donc du coup, l'Undertaker, lui, il refuse d'affronter son frère, il veut pas. Parce que voilà, ça reste quand même son petit frère, mais bon, son frère a tous les matchs il intervient pour défoncer l'Undertaker, donc l'Undertaker perd tous ses matchs, à un moment donné il en a marre, il va l'affronter. Et malgré que Kane gagne tous ses matchs, il va perdre son premier match contre l'Undertaker à WrestleMania. C'est-à-dire qu'on a buildé, c'est-à-dire qu'on a créé un personnage pendant 4 mois qui bat tout le monde, tout simplement pour qu'il perde contre son ennemi principal. Ah oui, donc ça aura servi pas grand-chose en fait. Et tous les autres matchs, son frère va perdre. Donc quoi, ça sert à rien. Et donc ce qu'il faut savoir, donc là nous sommes en 98, donc ça va très vite parce qu'il a beaucoup de blessures l'Undertaker à ce moment-là. Il va remporter encore une fois un nouveau titre dans un Inferno match, un match où le ring est en feu. Voilà, mais c'est pas quoi inventer à l'époque, donc on invente de tout. C'était bien fait ou c'était vraiment des petits... Alors le match est pourri, mais par contre c'était du vrai feu, c'était super bien fait, mais le match est pourri. Parce que les catcheurs sont perdus, ils disent mais on fait comment pour jouer dans un ring en feu quoi en fait. C'est ça le souci, c'est que tu vois les deux catcheurs ils sont perdus pendant le match, ils disent on fait comment. C'est ça. Elle joue dans la fumée, je veux dire. Ils auraient dû faire appel à elle. C'est pas simple. Peut-être qu'elle elle aurait trouvé du four fermé. Non, il faut le faire quand même. Et peut-être qu'elle elle aurait trouvé la solution à l'époque. C'est fou quoi. Ah bah elle l'a trouvé. High energy. Voilà. Elle a puisé l'énergie quoi. C'est impressionnant. Et donc du coup il remporte son titre et puis à la fin des années 98, l'Undertaker va être méchant cette fois-ci, il va devenir le diable en personne. Ça va être le Seigneur des Ténèbres. Ah j'ai eu peur, je crois que c'est le Seigneur des Anneaux. Ah non, pas du tout. C'est simplement le Seigneur des Ténèbres et donc là en fin de compte on va voir l'Undertaker, on en parlait de séquestrer les gens, on est dans le thème parce que c'est ce qu'il va faire tout au long, voilà, vraiment le diable en personne. D'accord, c'est horrible. C'est horrible, mais en plus là on voit que l'Undertaker est pas au bout de sa forme parce qu'il a grossi, mais par contre il a de la classe. C'est-à-dire qu'il est habillé tout en noir, c'est vraiment le diable. Et donc si tu veux, on peut mettre du coup la deuxième musique, qui est celle-ci, là on est bien évidemment en enfer là. Il a un chapeau aussi, non ? Ouais, alors c'est après, ça sera dans la deuxième partie que j'en parlerai plus tard. La faucheuse, c'est ça. En français il l'appelle. Il y a un côté un peu Van Helsing, je trouve. Van Helsing, chasseur de vampires. C'est ça. Là, t'es en enfer, là. Tu peux pas faire mieux. Ouais. C'est la vieille voix à l'arrière, c'est un peu à la Michael Jackson Thriller. Ouais, Vincent Price. Ouais, Vincent Price. Thriller. Pourri quand même leur musique je trouve c'est pas... celle-ci elle est pas trop mal parce qu'il y en a eu des pires je les ai pas mis les pires il y en a eu des pires. Il y en a eu des pires que ça me rassure. Oui
Et donc là, il faut savoir, donc l'Undertaker, qui est le seigneur des ténèbres, va créer un clan qui s'appelle le Ministry of Darkness. Sauf que le souci, c'est un clan qui est pas très bon parce que c'est des catcheurs qui débutent juste. À part, il y a The Rock qui est dedans, mais sinon les autres catcheurs sont pas connus, donc c'est des matchs qui sont pas terribles du tout. Et il va rentrer en rivalité avec un autre clan de méchants, c'est le clan donc du président Vince McMahon, la Corporation. Et en fin de compte, étant donné que Vince McMahon est en rivalité avec une autre personne, c'est ça que c'est très compliqué cette année-là, c'est-à-dire qu'ils vont réunir leurs forces, tout simplement, pour créer un nouveau clan, la Corporate Ministry. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est dit on a un clan pourri contre un autre clan pourri, qu'est-ce qu'on fait ? On réunit les deux clans pourris. Voilà. Ah bah au moins comme ça c'est pratique. Pour essayer simplement de battre tous les catcheurs donc de la WWE, sauf qu'en fin de compte ça va servir à rien puisque l'Undertaker va se blesser en septembre 1999, va quitter la fédération parce que il a trop de blessures et la suite ça sera pour la prochaine matinale. D'accord, ok. Bon bah merci mon petit Max pour ce petit point sur le catch. C'est rigolo, moi j'y connaissais rien du tout au catch et je me dis bon voilà j'apprends des trucs mais c'est quand même un truc de dingue quoi. J'ai une question, est-ce qu'ils adaptent vraiment tous les scénarios en fonction des audiences qu'ils vont avoir rapidement je veux dire, ou est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de leurs idées quand ils ont on va dire une sorte de saison, tout un programme? Alors de base les scénarios les scénarios les plus longs que tu peux avoir c'est sur 3 ou 4 mois. Aujourd'hui, à l'époque ça durait peut-être sur 1 an ou 2. Ouais. T'as des scénarios qui n'ont pas du tout marché, notamment t'as Vince Russo lui il aimait pas au catch, il aimait rien du tout au catch, lui il adorait c'était les films, donc il crée des scénarios mais complètement loufoques, c'est-à-dire qu'à un moment donné t'as un scénario où t'as un catcheur qui apporte un chien lors de son entrée puis il fait voler son chien par un autre catcheur, truc tout bête hein. Et donc il sait que c'était Big Boss Man qui lui vole le chien, j'ai oublié le nom du chien, c'est un nom à la con en plus. Et donc il dit bah tiens j'ai ton chien, si tu veux tu viens manger chez moi et puis je te le redonne directement. Donc il mangeait Pepper il s'appelait, voilà je cherchais le nom. Donc il dit il est où mon chien, attends assis-toi je te donne à manger et tout. Donc il dit alors c'était bon, bah c'était le chien qui l'a servi à manger. Tu vois c'était vraiment des scénarios très bizarres. Donc des fois ils disent on a un début, lui en fin de compte Vince Russo il a dit j'ai un bon début, j'ai pas de milieu et j'ai une fin pourrie. C'était ça les scénarios à l'époque. Donc ça dépend des scénarios. Après t'as les scénarios qui ont très bien marché. Kane et l'Undertaker, t'as eu le scénario qui a duré 1 an et demi. Il s'est arrêté. Il a repris ensuite en 2004. Ça a duré 2 mois et ensuite ça a repris en 2010. Donc en fin de compte t'as des scénarios qui s'arrêtent qui peuvent reprendre des années plus tard en fait. Ça dépend. Et après t'as des scénarios qui se disent ça marchera pas alors que ça marche très bien donc ils continuent au niveau des audiences aussi. C'est marrant tout cela. C'est rigolo. Ça me fait penser un peu à Marvel avec toutes les histoires un peu imbriquées parce que j'imagine qu'ils font ça, ils doivent développer des scénarios, ils imbriquent les trucs. Ouais. Il y a beaucoup de matière à faire et ça doit être dur d'innover depuis toutes ces années, inventer quelque chose de vraiment nouveau parce que t'as toute la scénographie qui va avec. Je savais pas du tout ça du catch en réalité. Je trouve ça très intéressant. En fait. Et même encore aujourd'hui, ils essaient de faire des vieux scénarios. Alors peut-être pas des années 90 comme on a pu le voir, mais au moins des scénarios de 2000. Parce qu'après les scénarios de base au catch, c'est quoi ? C'est un gentil, t'es un méchant. Ils doivent se battre pour remporter les matchs ou remporter un titre. Oui, ils gardent cette binarité, de base c'est ça. Ouais. Après tu vois des anciens scénarios, ils essaient de le remettre au goût du jour avec des catcheurs d'aujourd'hui, mais ça marche pas comme à l'époque parce que c'est pas le même public que l'époque. Parce que l'image qu'avait la WWE, c'était une image pour les jeunes ados. C'était vraiment du catch hardcore, il y avait du sang partout, il y avait un peu de nudité dans les années 90. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, comme je l'ai expliqué, quand ils se coupaient un peu, quand ils se faisaient saigner, il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées à cause de ça. Donc ils ont voulu se tourner vers un programme familial, mais en mettant des scénarios de l'époque sur un programme familial, ça marchait pas du tout en fait. L'actualité du jeu vidéo, présentée par Tom. Ça commence. Et c'est l'actu du jeu vidéo, bien évidemment, présenté par Tom, et vous en avez désormais l'habitude. Tous les jeudis, on fait un petit point sur les sorties, les nouveautés, tout ce qui fait qu'on a une actualité à vous présenter. Et la semaine dernière, juste, on faisait un petit point avec mon collègue, là, 11 000 auditeurs la semaine dernière, sur cette même période. Merci, on a dépassé les 10 000, ce qui est quand même pas mal. Allez Tom, parle-nous un peu de cette actualité jeu vidéo. Bon, c'est l'été, donc il fait clair. Beau. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent, mais il va bientôt y avoir de nouveaux salons. À la fin du mois, il va y avoir la Gamescom. Je ne sais plus si c'est le 22 ou le 28 août, j'en reparlerai. Mais j'ai retrouvé quelques rumeurs, c'est surtout des rumeurs qui courent, justement parce qu'il va y avoir ces salons. On va parler de Jedi Survivor, de la Switch numéro 2, de Elden Ring, de Call of Duty, le prochain Call of, et aussi d'un jeu qui est sorti aujourd'hui, Baldur's Gate 3. Exact. Alors on va commencer par Star Wars, du coup Jedi Survivor. Electronic Arts a révélé que le jeu arrive sur PS4 et Xbox One.
mais que le portage n'est encore qu'au début de son développement, donc il va falloir attendre. Ça peut se comprendre parce que quand le jeu est sorti sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et Series S, c'était une catastrophe, des bugs dans tous les sens, etc. Comme ça arrive souvent, hein, c'est pas nouveau, surtout avec Electronic Arts, j'ai l'impression. Mais ce qui est étonnant en fait, c'est que ils avaient été clairs avant la sortie du jeu. Ils disaient on ne voulait pas faire le jeu sur PS4 et Xbox One. Ils voulaient que ce soit une expérience résolument next-gen parce qu'on est dans un monde ouvert en fait dans celui-ci. Le précédent était un peu dans ce sens, mais c'était plus semi-ouvert. C'était, on va dire, une sorte de couloir interconnecté. Ouais. On appelle ça du semi-ouvert. Là, on est vraiment, la plupart du temps, sur une grande planète dans laquelle on peut suivre l'histoire principale, explorer, faire des missions secondaires. Et gérer des grands décors comme ça, surtout avec la qualité des graphismes, des animations, ça demande quand même beaucoup de ressources. Et en l'occurrence, beaucoup de PC n'étaient pas assez puissants pour faire tourner le jeu. Alors moi, par exemple, je préfère le faire sur console next-gen parce que je pense que mon PC, il ne va pas survivre. Mais du coup, je sais pas comment ils vont s'y prendre pour l'adapter sur PS4 et Xbox One. Bien sûr, ils vont baisser les FPS, la résolution. Malgré tout, j'espère que ça ressemblera à quelque chose parce que déjà, il est très buggé sur les versions actuelles. Donc, il y a beaucoup de boulot à faire encore. On verra bien. Je trouve que c'est intéressant cette période de transition entre les jeux parce qu'on voit qu'il y a on voit qu'ils ont des ambitions pour les consoles actuelles qu'ils ne pouvaient pas mettre en œuvre pour les précédentes, notamment sur les mondes ouverts qui peuvent être beaucoup plus impressionnants aujourd'hui, ou alors dans les jeux plus restreints. Dans la génération précédente, je refaisais Tomb Raider les derniers il n'y a pas longtemps, on a constamment des passages dans les niveaux ou des passages de transition. Vous savez, le personnage, il y a un renfoncement. Il flotte un peu, un truc, il rentre voilà. Et puis ça prend 10-15 secondes et en fait ça charge le niveau d'après. Exactement. Parce que c'était pas des SSD, donc ça prenait plus de temps pour charger les textures. Aujourd'hui, ça, avec les SSD sur les PC ou sur les consoles actuelles, on a plus ce problème. Il y a quand même des jeux qui le font encore. Et justement, ça montre que ces jeux, ils sont encore cross-gen sur les deux générations. Mais ça, c'est des choses qui vont tendre à disparaître. Et je sais pas si Jedi Survivor le fait, mais c'est le genre de choses qui, si jamais il n'a pas ces temps de transition, ça peut poser problème au niveau du développement. Donc on verra. Je l'ai pas fait encore, j'attends qu'il soit pas cher du tout pour le faire, puis avoir du temps aussi pour m'y consacrer. Mais voilà, moi j'aime bien Star Wars. Il y a aussi d'autres jeux Star Wars qui vont sortir. Il y en a un qui était annoncé il y a pas longtemps, j'en ai parlé, The Outlaws, il me semble. Il y en a un qui est fait par les Français de Quantic Dream. Et puis bon, il va y en avoir d'autres qui vont être annoncés très certainement. Maintenant, je vais parler des rumeurs qui concernent la prochaine Nintendo Switch. Est-ce que vous savez depuis combien de temps elle est sortie ? La Nintendo Switch, je dirais 5 ans. Presque. Ouais, presque ça, ça fait 6 ans. C'était en 2017 qu'elle est sortie. On a des détails techniques sur la Switch 2. Alors, c'est des rumeurs, mais bon, franchement, moi ça me faisait rire quand je m'informais parce que les gens qui en parlaient, ils étaient là, vous êtes pas prêts, etc. Et en réalité, c'est quand même assez maigre les informations qu'on a aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la Switch 2 devrait sortir l'année prochaine, plutôt au second semestre. C'est pas étonnant, avec les fêtes de Noël qui approcheront. Et la console serait toujours hybride, il garderait le concept hybride de la Switch, pouvoir l'utiliser comme console portable et de salon. On retournerait sur un écran LCD. On a déjà un écran LCD sur la Switch traditionnelle, mais pas sur la version OLED, qui est la dernière en date. D'accord. Pourquoi ? Parce que on descend de qualité donc on descend de qualité. D'accord. Mais justement parce qu'ils réduisent les coûts de production, puis apparemment il y a des composants qui sont plus chers, donc voilà, ils essaient d'harmoniser tout ça, puis ça leur permet plus tard de dire regardez, la Switch 2 OLED va sortir. Ouais, c'est ça. Comme ça on repasse à la caisse. Il va y avoir plus de stockage. Sous quelle forme je sais pas, je crois que c'était des micro SD qu'on pouvait mettre dans la Switch. C'est des micro SD. Donc là, il y aura plus de place parce que c'était un problème justement sur la Switch. On était très vite limité. C'est pareil pour les PS5. C'est vrai que la capacité de la PS5, tu télécharges juste un Call of Duty, t'as déjà plus de mémoire. Déjà, c'est clair. C'est ce qui coûte le plus cher. Stocker en interne, il faudrait des disques durs de grosse capacité, mais les jeux sont de plus en plus monstrueux. T'as des mises à jour maintenant tous les jours, donc ça devient toujours des trucs. Ça devient dingue. C'est 600 gigas un jeu, tu pleures. C'est clair. Call of, c'était 250. J'avais installé Black Ops Cold
Cold War quand il était offert là sur le PS Plus, j'ai chialé, j'ai dû désinstaller plein d'autres jeux. Moi, je dois tout désinstaller. Ça, il suffit que t'aies 3-4 extensions et d'autres jeux dessus, puis c'est bon, ton disque il est râpé, c'est une folie quoi. Encore heureux, ça supprime pas les données sauvegardées parce que ça prend moins de place, mais si on devait enlever toutes ces sauvegardes, ce serait mortel. Bon, avec la fibre, les gens ça va vite quand même. Ça va vite, mais heureusement. Alors les gens à la DSL qui veulent télécharger Call of Duty. Et moi j'ai la fibre que depuis 15 jours, je vous raconte pas les gars. J'y sais, moi aussi. Ça y est, t'as la fibre. Ça y est, j'ai vu la différence. Ah bah tu pleures. Ah bah la vache. Avant je mettais 2 jours, maintenant je mets 30 minutes quoi. Moi avant je mettais 2 jours, maintenant je mets 2 minutes. Parce que j'ai 800 mégas, je te raconte pas comment ça pousse. C'est énorme. Non, ça va permettre effectivement de pouvoir aller récupérer des jeux ou même jouer directement des fois dans le cloud. Ça peut être intéressant. C'est des technologies qui seront amenées, je pense, à se développer. Je pense aussi. De plus en plus. On perd un abonnement où tout sera compris dedans, on va dire. Tu auras juste le terminal qui sera la console et tout le reste sera géré par la fibre parce que sinon c'est l'enfer quoi. Pour la Switch, il y aura encore les cartouches physiques et ça me permet de faire la transition un peu avec ce que tu dis parce que vous savez que le cloud gaming ça a eu du mal à s'installer. Il y a Stadia qui a fermé en début de cette année, je crois. Ouais. Alors que c'était un grand projet de Google quand ça avait été annoncé en 2019. Ça n'a pas duré longtemps. Et pourtant, je persiste à croire que c'est un avenir du jeu vidéo parce qu'avec les forces de connexion, l'aspect avantageux des Game Pass, des PlayStation Plus, on a accès à toute une offre. Et comme on passe d'un jeu à l'autre aujourd'hui, souvent on fait ça, c'est quand même extrêmement attractif de se dire j'achète pas mon jeu plein pot, je peux tester différents trucs. Puis c'est dur de suivre les sorties tellement il y a de jeux. Ouais, c'est clair. Oh là là, mais c'est... Puis en plus, quand il sort, il coûte super cher. Donc, après, c'est un peu l'idée du retour du vinyle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent aussi, c'est posséder ce qu'on achète. Et c'est vrai que c'est le problème du cloud, c'est toujours ce côté un peu virtuel. C'est vrai. Où tu achètes des trucs et tu les as pas chez toi, ils sont pas à la maison, tu peux pas les montrer, tu peux pas les sortir. Faut allumer la console, elle est sur Internet, etc. Alors que tu peux pas les revendre non plus. Et tu peux pas les revendre non plus. Donc là, l'avantage d'avoir le système de cartouche, c'est le plaisir, de mettre ta cartouche. Voilà. De toute façon, il y a un retour, on voit. Parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui économiquement dans le monde. C'est vrai que pour avoir des pièces, des composants, ça devient de plus en plus dur. Et puis les gens reviennent à quelque chose où ils souhaitent comme ça avoir ce côté ça m'appartient, c'est à moi, je l'ai, c'est ici, donc je veux le garder et voilà, donc je veux posséder quelque chose et donc là c'est une cartouche, un CD, peu importe, bref, mais un support qu'on a chez soi avec une boîte que tu achètes, avec un emballage, avec du marketing, avec un truc sympa, enfin voilà quoi. Je pense que c'est ça le truc. Et regarde le vinyle, alors il n'y a pas que ça, mais voilà, les gens ils aiment avoir possédé quelque chose, posséder le vinyle, le disque. Et puis tu as vu maintenant les rayons de vinyle ? Ah mais c'est énorme. T'en as plus que des CD maintenant quoi. Aux États-Unis ils vendent plus de vinyle que de CD déjà ça fait déjà depuis 2-3 ans. Le CD est amené à disparaître tranquillement et tu verras on va revenir au vinyle, ça c'est sûr. À un moment donné ça reviendra. Ça sera vinyle et numérique. Oui c'est sûr. C'est ça. On y est pour un moment. Exact. Donc pour les consoles, je pense que le cloud gaming va bien s'installer, mais on remplacera jamais, à mon avis, le système du support physique. Non. Et c'est bien qu'il y ait cette diversité au final. T'auras les deux, t'auras le choix, je pense. Oui, c'est ça. Mais par contre, pour les collectors, ils essaient quand même de faire des collectors, alors pas toujours, mais intéressants. Ils essaient, ça marche pas toujours, pour vraiment attirer les gens et créer une plus-value en fait. Vous avez votre jeu, mais vous avez en plus une superbe figurine, des lithographies. Ils rajoutent toujours des petits goodies, des trucs comme ça à l'intérieur. Et ça coûte super cher quoi. Si tu veux avoir une belle figurine, tu dois dépenser minimum 250-300 balles dans le collector. Quand c'est un jeu qui sort tous les ans, bon. Ouais, c'est un peu le problème. Genre Assassin's Creed, ils en sortaient chaque année. Et je crois qu'ils sortent encore des collectors avec des figurines des personnages principaux. En même temps, c'est Assassin's Creed, ça se vend bien. J'aurai l'occasion peut-être de reparler, je l'avais dit une fois il me semble dans une matinale, de reparler des collectors marquants dans le jeu vidéo parce que on n'imagine pas à quel point ça génère aussi de l'argent, tout ça, tout ce qui est guide officiel également, les goodies, c'est un... comme CSGO, quand tu achètes des armes, c'est 99% des gains du développement sont issus des ventes d'armes dans Counter-Strike Global Offensive. T'achètes des caisses, t'as des armes, tu les revends, c'est 150 000 $. J'ai vu le dernier flingue qui a été acheté là par un mec. Ça c'est vraiment la poule aux œufs d'or, c'est que du virtuel quoi. C'est un truc de dingue. Et le mec ça faisait 15 jours qu'il jouait à CS. Puis, il gagne une caisse, il ouvre la caisse, il y a un truc à 150 000 balles. C'est carrément de la folie quoi. Quand tu vois le prix des armes, ça devient
Donc oui, il y a un gros gain aujourd'hui sur les goodies, les dérivés, enfin tout ce principe même d'échange d'argent. Alors maintenant, j'ai vu que sur CSGO, sur la version 2, tu pourras échanger en monnaie, en vraie monnaie, quoi. Ah ouais, d'accord. Bah là déjà tu peux le faire, il y a une astuce, il faut aller il faut t'inscrire sur un site qui vend des skins. Tu mets tes skins dessus et après tu les convertis directement en euros, tu peux récupérer le cash. Voilà, c'est ça tout simplement. Bah Ubisoft, ils font ça dans leur jeu, tu peux, enfin pas encore je veux dire, mais ils ont leur monnaie virtuelle. Tu achètes d'abord la monnaie virtuelle et ensuite tu la redépenses pour acheter des compétences qui te permettent de finir le jeu plus rapidement. Alors là dans CSGO quand tu achètes, c'est marqué euros, quoi. T'as 250 euros. Moi j'avais des caisses depuis 1000 ans, j'en ai vendu, j'ai 500 balles sur mon compte, voilà. Tu fais ce que tu veux, quoi. Ensuite, on va parler d'Elden Ring. Ah, Elden Rings. Je vous avais parlé d'Elden Ring parce que des streamers ont fini le jeu de manière un peu inconventionnelle. Ouais. Il y en a un nouveau qui a fait fort. Alors on a vu des gens qui ont fini le jeu. Déjà finir le jeu, c'est un peu un exploit. J'y suis pas arrivé encore, j'ai complètement décroché. Il y a des gens qui ont fait le jeu au gamepad. Dancepad, pardon. Vous savez, c'est ces trucs de danse qu'on voit par exemple au Japon, et en fait il est transformé en contrôleur, donc plutôt que, en fait il dansait et il jouait au jeu en même temps, quoi. Il faisait les roulades. C'est original, mais bon. Pas du tout adapté au gameplay du jeu, mais ça. Au moins tu fais du sport quand tu joues, quoi. C'est ça qui est bien. C'est vrai. C'est de la folie. Là pour le coup, sacré sport, parce que bon, t'as intérêt à bien manipuler la manette pour venir à bout du boss. Il y en a qui le faisaient à l'aveugle. Il y a quelqu'un qui a fini le jeu. Gilbert Montagnier, Il était pas tout seul, il y avait du monde avec lui. Il y a Steve Wonder aussi à côté de lui. Richard aussi. Non mais il y a vraiment des gens qui ont fini le jeu aveugle. Enfin à l'aveugle, je veux dire. Aveugles, ils sont devenus aveugles. J'ai des doutes. Ils sont crevés les yeux pour. Comment tu fais pour finir ça? Alors il y en a qui utilisaient une arme qui permettait d'y arriver plus facilement, mais il devait aussi jouer sur le retour son, il devait connaître les déplacements. J'ai du mal à y croire, mais franchement en fait, il y en a tellement qui sont furieux dans les speedruns qu'ils arrivent à faire des trucs de dingue. Mais après, je suis quand même très sceptique parce que le jeu est très très grand, extrêmement grand, et pour aller jusqu'à la fin du jeu. Ou alors, faut être le fils d'Affida Turner. Ou alors, ils avaient des repères sonores. Comment ça s'appelle le fils? Ça s'appelle un dindon. Pour faire une transition musicale, du coup, le nouveau streamer qui a réussi à finir le jeu sans perdre aucun dégât cette fois-ci, il l'a fini en jouant au jeu au saxophone. Ah, magnifique. Voilà. Et il a pris un saxophone électrique qu'il a reparamétré en manette. Et tu le vois, tu peux suivre tout son stream. Le gars il joue au saxophone en même temps. Ça va être immonde par contre le son, non? Oui, c'est un peu immonde. Ça n'a aucun sens, c'est surréaliste le truc. Parce qu'il appuie sur des touches. Imagine pendant 5 heures, le mec il est comme ça, il a intérêt d'avoir du souffle. Puis ça ressemble à rien parce que c'est pas une partition qu'il joue, c'est-à-dire il fait des trucs un peu au hasard comme ça. T'as tel son pour telle note pour telle touche, etc. Et puis il essaie d'affronter les boss et il a réussi à finir le jeu sans perdre aucun dégât. Sans prendre aucun dégât, et tu peux le voir à la fin hurler, mais à faire saturer le micro comme j'ai rarement entendu, tellement il est content de finir le jeu, et voilà. Mais il y a vraiment, j'ai vu aussi quelqu'un qui a fini le jeu avec des bananes, c'est-à-dire il a utilisé un kit de manette, tu le branches à par exemple tout ce qui peut être conducteur d'un point de vue électrique, et en fait juste en touchant la banane, c'est comme si tu appuyais sur un bouton en fait avec la conduction électrique et tout. D'accord. Et du coup, voilà, il avait un set de bananes autour de lui, c'était transformé en touche et ça devenait une manette. Ok. Faut avoir l'idée quand même. Imagine le mec qui se réveille en pleine nuit, putain, ça y est, j'ai l'idée. Je joue avec une banane. Non mais faut. Non, c'est clair. Il faut avoir du temps quand même à perdre. Je me dis. N'importe quoi. Imagine le mec qui se réveille en sueur pour dire ça y est, j'ai trouvé l'idée. Bon. Tant qu'il joue pas avec sa bite, on est canard, c'est bon. Ça peut arriver. Il y aurait des problèmes sur Twitch. Remarque, sur Twitch, on n'est pas très loin des fois. Sur le manche, hop là, allez. Dinguerie quoi. Par contre, ça ferait parler pour le coup, mais bon. C'est clair. On va parler de Call of Duty maintenant. Call of Duty. Bon, comme chaque année, le nouveau Call of Duty est annoncé durant l'été, souvent au mois d'août, donc ça devrait être une question de jours ou de petites semaines à l'heure actuelle. Et vous savez qu'ils ont une campagne promotionnelle extrêmement agressive et bien huilée. Ça a souvent été comme ça, puis même ils ont mis des acteurs. À l'époque, je me rappelais de l'acteur qui joue dans Prison Break, j'ai oublié son nom, qui joue un chef d'État alors je crois que c'était dans Modern Warfare 3, un truc comme ça. J'oublie son nom, c'est un Australien.
mais je me rappelle plus. Mais c'est un acteur qui est assez connu, qui a fait pas mal de films. Mais tu vois, il est en campagne de pub, ils mettent à chaque fois le paquet. Il y avait dans Black Ops. Ah non, c'était Black Ops, pardon. Black Ops 2, dans le mode C'est zombie, lui. il y avait Danny Trejo. Ah oui, Danny Trejo. Machete. Olen Paso. Ouais, voilà. Olden Paso, ouais, c'est lui. Voilà, et puis il y a eu d'autres acteurs. Bah, il y avait ouais. Romero aussi d'ailleurs qui faisait un caméo dedans, mais il jouait le boss même de la map zombie. C'est vrai, ils ont fait beaucoup de partenariats avec des cinéastes ou des acteurs, et là c'est avec des artistes. Ils ont fait des skins pour 21 Savage, Snoop Dogg. Qui avait déjà bossé avec Call of il y a un an, je crois. Ça peut être marrant quand même. Ils l'ont désigné encore en antilope, lui, non? Parce que. Ouais, c'est ça. C'est une dinguerie, Snoop Dogg. Et devinez qui d'autre? Je sais pas. Une rappeuse américaine. Une rappeuse américaine. Il n'y en a pas 50, je sais pas. Bébé Rexha? C'est pas une rappeuse? Non, elle est quoi, elle? Bah, ça doit C'est être une chanteuse, pop, Rexha. Ah ouais, une chanteuse? Ouais. Je sais pas, non. C'est pareil pour moi. Rappeuse américaine, je sais pas. Beyoncé. Aucune idée, vas-y, envoie. Non, c'est pas du rap, ça, Beyoncé. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Oh, j'avais oublié celle-ci. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Ouais. Bientôt affidateur. Nicki Minaj. La version française, Nicki Minaj. Et c'est dommage parce que bon, on n'a pas les photos. Vous pourrez retrouver ça sur internet. Enfin, la différence de skin entre Snoop Dogg et Nicki Minaj, quand même, ça va se voir. Ah oui, ouais, c'est Mais clair. en plus c'est un peu particulier parce que bon, elle est toujours avec ses perruques complètement. En mode Affida Turner, parce qu'elle ressemble un peu quand tu regardes. C'est ça, mais là. Une petite dinde ouais, mais c'est ça aussi, bah oui. Regarde, Mais là, quand on voit le skin, on a vraiment l'impression qu'ils ont posé le skin, les textures des cheveux sur le crâne. Ça fait un peu casque, c'est un peu particulier. Ah ouais. Donc à voir, bon je trouve ça un peu particulier comme promo, bon on verra bien. Et quand en fait on les utilise en tant qu'opérateur dans le jeu, il y a ce système de... Oui. Il y a les classes dans Call of Duty, je suis pas spécialiste des derniers, mais on joue aussi des personnages qui ont des caractéristiques particulières, et là ils auront leurs propres caractéristiques. Vous faire saigner des oreilles peut-être pour Nicki Minaj. Non, les caractéristiques, c'est quoi? C'est la résistance? Ouais, c'est ça, rapidité, c'est des atouts en plus. Et puis il y aura des skins particuliers pour chacun des personnages, et aussi des skins d'armes. Voilà. D'accord. Donc Snoop Dogg, c'est souvent des trucs complètement. Ouais, c'est vert. Ouais, complètement. La Wii des barré. compagnies, lui. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est pour assurer la promo du prochain Call of qui va être annoncé. Il aurait joué dans Grand Theft Auto encore, ça m'aurait. Oui, remarque, oui. Ah, il pourrait. Je me serais dit, lui, il peut jouer dedans, toi. Ce serait Call drôle. of Duty, bon, le mec enfin, ouais. Mais Ok. c'est qu'en fait, c'est un partenaire avec Activision parce qu'il fait des streams sur Call of. D'ailleurs, Il joue, c'est un joueur alors. Ouais, mais d'ailleurs, certains streams c'était à mourir de rire parce qu'il rageait et puis il se cassait et il laissait le stream actif et puis ça continue à jouer pendant 2 heures et le gars il avait rage quit quoi, il s'était barré, il faisait autre chose. Non, il fume un joint. Complètement. Oui, forcément. Il fumait avant, pendant et après. Hein. Il mangeait une dinde. Non, encore, j'aurais cru que leur fait peut-être une musique dans Call of, ça aurait pu aussi. Bah, Ouais, enfin une musique de rap sur un truc de guerre. Non, mais bon, un truc hip-hop ça pourrait. Hein, sur, Ouais, du Call of. c'est vrai. C'est vrai, dans c'est mode vrai. campagne, le mec il met la radio et puis ça tombe sur ça, tu sais pas. Ouais, bon, C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ça pourrait aussi. Ouais. Et le prochain Call of, normalement ça devrait être Modern Warfare 3. Dommage, j'ai pas l'image aussi, mais il y a déjà des leaks qui sont apparus sur internet puisqu'il y a des partenariats qui ont été faits avec Monster Energy et on voit Modern Warfare 3 avec le 3 en écriture romaine, tout en rouge avec le Capitaine Price derrière, le personnage emblématique de Modern Warfare. Donc bon, c'est maintenant plus une surprise, on sait que c'est le prochain qui sera annoncé et ça devrait être annoncé lors d'un événement Warzone. Encore une fois, on fait tout dans Call of Duty. Ce serait nouveau parce que je crois qu'ils ont jamais fait ça avant, ils passaient toujours par des salons. Si, ils avaient déjà annoncé un jeu, je crois que c'était Cold War qu'ils avaient annoncé sur Warzone à l'époque. Ah oui, t'as peut-être raison, oui. T'avais des épreuves, t'avais des indices, des énigmes et tout, ils devaient les résoudre et une fois qu'ils avaient tout, ils avaient directement la bande-annonce de Cold War en avant-première qui arrivait sur le jeu. Je trouve que c'est intéressant ça parce qu'il y a vraiment une dynamique de fans et puis en même temps ils en profitent parce que là il va y avoir le changement de saison, donc il va y avoir une nouvelle map et en même temps l'annonce du nouveau Call of Duty. Donc pour moi ils vont faire pareil. Oui. Je pense que, et en fin de compte, s'ils avaient une énigme, ça durait une semaine je crois le temps de la faire parce qu'en ligne en plus comme c'est du Battle Royale donc ils sont 100 donc c'est très chiant à faire et donc t'avais l'énigme qui durait une semaine donc toutes les semaines tu devais en faire une fois que t'avais tout réussi, c'est ça, t'avais la bande-annonce en avant-première qui s'affichait pendant le jeu. Donc je pense que ça va être pareil pour Modern Warfare 3 je pense. Oui.
Puis bon, ils essaient toujours de faire quelque chose en plus, on verra bien. Et dernière actualité, avant de terminer Checkpoint, c'est un jeu qui sort aujourd'hui, qui est très connu, c'est Baldur's Gate 3. Ouais. 3 ans après le début de l'accès anticipé, hein, c'était long, mais le jeu est enfin terminé. C'est développé et édité cet épisode par Larian Studios, un studio belge qui s'est fait connaître depuis les années 2000. Il travaille sur des RPG, dont une série de RPG dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, qui s'appelle Divinity. Ils ont sorti. Non plus. Bon, souvent, c'est les jeux, on voit les covers et puis on n'y a pas joué. Quand on voit le truc, on se dit ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et donc bon, ils s'y connaissent en matière de RPG. Ils ont repris le flambeau puisqu'avant c'était BioWare qui développait les Baldur's Gate. Donc c'est les développeurs de Dragon Age ou encore Mass Effect. Donc encore une fois de très bons développeurs en matière de RPG. L'univers de Baldur's Gate, ça vous dit peut-être rien, mais c'est adapté des Royaumes oubliés. C'est un décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. Ouais, c'est chouette. Moi j'y ai jamais joué. Moi j'y ai joué, c'est chouette. Ouais. Ouais, c'est un super jeu. Parce que c'est à l'époque, ça date ça quelques date, années quand même. C'est pas les années 2000. Pas loin. Ouais. Ouais, ils ont du coup adapté tout l'univers parce que c'est un peu un univers transmédia du coup. T'as jamais joué à Donjons et Dragons ? Non, moi ça me parle pas, non. Ouais, il était pas né lui. Mais peut-être. Ça marche toujours. C'est fin 90 si pour le coup, mais c'est quoi ? C'était sur PS1 à l'époque, non ? Donjons et Dragons sur PC. C'était sur PC aussi. Sur PC, mais c'est sorti sur plein de vieilles consoles. Hein. Okay. Sur Amstrad, c'est sorti. Sur. Mais c'était un jeu de rôle sur table. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui. Ok. C'est issu d'un jeu, un jeu classique, quoi, si tu veux. Et après, il y a eu des versions qui ont été faites en jeu vidéo. Mais au départ, oui, c'est un jeu de rôle quelque part. Hein. Ça a été en fait le tout premier jeu de rôle sur table à faire de. Ah, on a Brain Salad qui nous dit Donjons et Dragons. C'est sorti en 1974. Voilà. Donc 74. Et quand il y a eu les adaptations de jeux vidéo, je sais plus ce que je voulais dire du coup, mais voilà, ils ont adapté toutes les extensions, ils ont développé un univers transmédia. Royaume oublié, c'est début des années 80. Donc voilà, ça revient de loin. Les premiers jeux, donc, je l'ai dit, ont été développés par BioWare et le 3, ça se déroulera un siècle après le précédent épisode. Mais si jamais vous voulez commencer à jouer au jeu, pas de panique, vous n'avez pas besoin d'avoir fait les deux précédents puisqu'on va vous rappeler l'histoire et puis je sais pas si l'histoire est si complexe que ça. C'est un RPG dans lequel la création du personnage est vraiment très approfondie. Vous pouvez sélectionner, il y a 11 races différentes et 31 sous-races. Et en fait, c'est extrêmement vaste. Vous pouvez vraiment choisir et créer de fond en comble votre personnage. Et ce jeu, je suis pas spécialiste, mais si je dis pas de bêtises, contrairement au précédent, celui-là, c'est exclusivement du tour par tour. Il voulait se rapprocher des racines du jeu originel. Et on a également un principe de jeu de dés virtuel, comme dans le vrai jeu en fait, lorsqu'on a des interactions avec les personnages, quand on parle, par exemple pour mentir à des personnages, ou lorsqu'on a des romances. Il y a un lancer de dés, donc c'est complètement artificiel en fait comme mécanique, on joue sur la chance, et selon le numéro qu'on va avoir, ça va être un indice qui va nous permettre d'avoir plus ou moins de points et de convaincre ou non le personnage. Mais c'est quand même intéressant cette mécanique aléatoire, je trouve, c'est ce qui plaît aux joueurs de ces jeux. Et c'est ce qui fait la particularité de cet épisode. Donc on a aussi un bestiaire d'ennemis qui est très riche. Donc voilà, c'est à retrouver aujourd'hui. Ça sort sur PC, ce sera disponible plus tard sur PlayStation 5, le 6 septembre. Et sur Xbox, on n'a pas encore de nouvelles. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui va énormément se vendre. Déjà, lors de l'accès anticipé, j'en entendais déjà parler, ça a toujours été un véritable succès. Exactement. Donc ça fait toujours un boost de vente assez impressionnant. Alors, je vais vous parler un petit peu ce matin. Vous savez, on a l'habitude de vous faire un petit point sur tout ce qui est actualité cinéma et séries. Et ce matin, on va parler de Barbie. Est-ce que vous avez vu le film J'ai pas été le voir. Non. Est-ce que toi tu as été le voir, Manu ? Non, alors je suis pas allé le voir. Je suis allé voir Mission Impossible. Je vais aller voir Oppenheimer là dans le week-end. Mais j'ai pas vu Barbie. J'avais dit que j'irais le voir, c'est vrai. Mais j'ai pas eu le temps. Voilà, t'as été le voir toi, mon poulet ? Ma fille a été le voir. Bon. Alors, vous rêvez de passer peut-être une nuit. Alors c'est dommage, on n'a pas les images, mais parce que c'est. Si vous rêvez de passer une nuit dans la maison emblématique de Barbie, vous avez vu cette info ou pas ? J'ai vu, oui. Non, j'ai pas vu. C'est incroyable. Je voulais en parler lors de ma dernière chronique d'ailleurs, mais j'avais pas eu le temps. D'accord. Donc sur Airbnb,
il y a quelqu'un qui loue du côté de Los Angeles une maison. C'est la maison à Malibu, exactement. C'est la maison de Barbie. Donc vous voyez cette baraque, alors on n'a pas les photos, je rêvais, un petit problème technique ce matin, mais vous avez donc cette maison qui est exactement la copie pratiquement de la maison de Barbie. C'est tout rose, la piscine, l'intérieur pareil, tout est rose, c'est assez incroyable. Eh bien vous auriez pu vous offrir un séjour de 2 nuits dans cette maison de rêve à Malibu, parce qu'il y a quelques jours, le 21 et le 22 juillet dernier, donc le célèbre Ken mettait à disposition donc pour 2 couples cette maison de rêve Barbie. Voilà, donc pour l'occasion, ce dernier avait apporté donc un peu de Kenergy à la maison emblématique de Malibu, récemment rénovée. Donc ils ont fait gagner ça à deux couples. Donc à l'arrivée des convives, donc c'est un concierge dédié, tout rose, qui a donc veillé à ce que le séjour se passe au mieux, avec notamment la visite des lieux, l'organisation des repas, etc. Et les organisateurs donc ont tenu à préciser que les voyageurs devraient se rendre à Malibu et en repartir par leurs propres moyens, et que cette maison est une véritable propriété privée exploitée à titre privé. Donc ça appartient à quelqu'un qui doit être un fan de Barbie, je pense, qui a construit cette maison, qui l'a aménagée entièrement à la Barbie, qui peut la louer à titre privé, et donc a fait gagner ce week-end exceptionnel à 2 personnes qui souhaitaient passer ce week-end dans cette maison de Barbie. Je sais pas, ça vous brancherait, vous, clairement Non, c'est pas trop mon truc, le rose. À Malibu, pourquoi pas, mais dans la maison Barbie, non pas spécialement. Mais je me demandais, c'est pas un endroit qui a servi pour le tournage? Alors, je sais pas, aucune idée. C'est vrai que c'est pas précisé, je l'ai pas vu non plus, mais je me dis, tant qu'à faire... c'est chaud, hein. Parce que pour moi, ça fait un peu partie de la promotion, en fait, du film. Ils ont fait une promotion de dingue, déjà avec l'album. Tu vois le carton que ça fait, c'est incroyable. Ouais. C'est même devant Oppenheimer, faut le faire de passer devant Christopher Nolan. C'est pas gagné, et puis j'aurais jamais pensé qu'avec un pitch si décalé... Si, parce que ça va intriguer. Tu vois que le truc a l'air d'être complètement loufoque, donc ça doit intriguer tout le monde en fait. Bon, en tous les cas, avoir un tel succès, en tout cas, c'est quand même assez impressionnant. C'est vrai. Bon, j'avais une autre bande-annonce à vous montrer pour la sortie d'une série sur Disney+. Vous vous souvenez de la série Loki ? Oui. Eh bien, la plateforme de SVOD a enfin une réponse à donner, ainsi qu'une bande-annonce, parce que vous savez que cette série va revenir. Il va y avoir une nouvelle saison. Donc, vous savez que c'est un peu série style Marvel. Oui, c'est ça, ça fait partie. Voilà. Donc, notamment, on revient pour sauver l'univers, mais c'est surtout pour sauver l'univers Marvel, parce que c'est pas la grande joue en ce moment. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses se sont pas déroulées comme Disney, notamment l'espérait pour le lancement de la phase 5 du MCU, donc au cinéma. Ant-Man and the Wasp, bof. Quantumania n'a pas déchaîné les passions, pour rester poli. Et quand sur le petit écran, Secret Invasion a fait l'effet d'un pétard mouillé, et quant au Gardiens de la Galaxie 3, bon, ça a marché, mais ça n'a pas été non plus un succès monstrueux. Eh bien, charge à The Marvel dans les salles obscures et à Loki en streaming de venir véritablement corriger le tir dans les prochains mois en attendant la suite du programme. Donc, il y a une bande-annonce qui est sortie, vous pouvez la voir sur internet. Voilà, pour vous donner une petite idée. Ça sera en exclusivité sur Disney+. Donc si vous n'avez pas d'abonnement Disney+, ou alors il faut passer par Canal avec l'abonnement Paramount et Disney+, pour pouvoir regarder cette série. Donc la semaine prochaine, j'espère qu'on aura réglé nos petits problèmes techniques, et puis on vous mettra bien évidemment cette bande-annonce qui est plutôt sympathique. Tech Generation. L'actualité tech de la semaine. C'est l'actualité tech de la semaine, vous savez, vous en avez désormais l'habitude. Tous les jeudis, on essaie de vous faire un petit point et puis de repérer les petites informations qui peuvent nous sembler sympathiques ou utiles, voire des fois. Eh bien, on en a quelques-unes cette semaine qu'on a sélectionnées rien que pour vous, et notamment celle qui nous vient de chez Meta. Meta, dont on va sortir, c'est encore un truc à 2 balles, une espèce d'application à base d'IA pour faire parler les morts. Incroyable. Est-ce que vous avez vu cette annonce? Donc pour gagner des utilisateurs et les fidéliser, donc à gros traits, c'est l'idée de Meta pour promouvoir donc l'IMA 2. Donc c'est une nouvelle intelligence artificielle que Meta vient de mettre au point, concurrent bien évidemment de ChatGPT. Et grâce à son IA, donc la maison mère de Facebook veut nous permettre de discuter avec des personnalités décédées, voire des personnages historiques.
Est-ce que vous avez vu cette info ou pas du tout? Non, c'est juste chelou, mais à part ça... c'est un peu relou, hein. Donc Meta pourrait bientôt donc vous permettre de converser librement avec Abraham Lincoln et d'autres célébrités ou personnages historiques, par exemple, décédés. C'est ce que l'on apprend cette semaine. Un dialogue avec Hitler, quoi. Financial Times, dont les propos nous ont été rapportés donc par le magazine Neowin. Donc le média explique que la maison mère de Facebook, donc Instagram et Threads notamment, cherche à conférer à son IA, Llama 2, cette fonctionnalité un peu particulière. Donc dans le détail, on apprend que Meta donc miserait sur des personas, en d'autres termes, différents chatbots humanisés capables de converser avec les utilisateurs en prenant le rôle d'une personnalité décédée. Alors vous savez déjà, vous pouvez personnaliser un petit peu votre IA, vous pouvez lui donner un nom par exemple, dans les attributions par exemple si vous utilisez Home Assistant, vous pouvez aller dire à Home Assistant, tu t'appelles, je sais pas, Balthazar, Alphonse, Gérard, et tu vas me parler comme si tu étais un personnage des comics, etc. Voilà, et à ce moment-là, l'IA va générer un dialogue avec vous dans ce style-là. Donc là, je pense qu'ils vont s'appuyer sur des personnages, ils vont rendre intelligent l'IA par rapport à des personnages décédés, et voilà, tu auras l'occasion d'échanger avec eux. Bon, je trouve ça un peu débile, mais vous en pensez quoi au juste? D'une, c'est très bizarre et je vois pas l'intérêt en fait. Pareil. Si c'est un intérêt historique, à la rigueur, que c'est vraiment raconter peut-être des périodes de l'histoire ou des gens qui ont marqué l'histoire. Mais là, c'est que tu as un dialogue avec une personne. C'est pas comme, je sais pas en fait. Voilà. Est-ce qu'ils vont mettre la voix de la personne? C'est ça qui c'est pas précisé à partir des enregistrements qu'ils ont, comme on voit avec les reprises là. Vous savez, peut-être. C'est la mode en ce moment. Ils arrivent à bien faire fonctionner les trucs. Alors faut voir comment elle sera mise en forme. Moi c'est ça qui me. Parce que si c'est juste, parce qu'aujourd'hui tu vas sur Chatbot, ChatGPT, tu poses une question historique, tu auras la réponse. C'est pas un problème. Mais c'est comment est-ce que ça va être mis en forme? Est-ce qu'effectivement il va y avoir la voix de la personne décédée? Est-ce que vraiment il ne répondra que sur son histoire ou sur ce qu'il a fait dans l'histoire? C'est ça qui pourrait être éventuellement intéressant à voir. Mais bon, j'ai trouvé l'idée un peu chelou, quoi. Très bizarre, et je vois pas l'intérêt encore une fois, quoi. Bon, je vais vous continuer de parler un petit peu de IA, et puis après je vous parlerai d'une nouvelle console de jeu. Vous connaissez PoE? Non. Cette application. Alors PoE, c'est une application que vous pouvez trouver sur Android, vous la téléchargez, vous savez aujourd'hui vous pouvez télécharger ChatGPT, enfin il en existe plusieurs. PoE, elle a un avantage, c'est d'abord elle est gratuite, et deux, elle va rassembler les 4 et 5 meilleures IA qui existent actuellement. ChatGPT, il y aura Llama 2, il y a encore 2 ou 3 autres voix, enfin en tous les cas intelligence artificielle qui sont intégrées dans différents programmes liés à OpenAI notamment. Et donc PoE vient d'intégrer justement Llama 2. Vous pouvez travailler déjà avec l'intelligence artificielle qui a été mise en place par Meta, donc Facebook, et vous allez avoir donc la possibilité de générer autant de questions que vous voulez. Vous avez vu que OpenAI maintenant, quand vous êtes sur ChatGPT, vous avez le droit qu'à 3-4 questions, éventuellement 1 ou 2 sous-questions si vous souhaitez avoir des précisions, et ensuite vous avez atteint un quota et vous êtes obligé d'attendre un certain temps avant d'avoir une réponse de l'intelligence artificielle. Ça vous savez, ou alors il faut prendre un abonnement maintenant pour une version un peu plus évoluée, et là vous avez autant de réponses que vous le souhaitez. Et bien si vous téléchargez l'application PoE, sachez que vous n'êtes pas limité. Donc vous avez Bard qui est intégré dedans, qui est le lieu de Google. Vous avez Llama donc de Facebook. Vous avez ChatGPT d'OpenAI, et vous avez Bing Chat également qui fonctionne. À pas confondre avec Big Chat. Attention. Attention. Parce que attention lapsus. On peut vite glisser, les enfants. Surtout ici. Tout de suite, voilà. Et donc voilà. Donc je vous conseille PoE si vous utilisez l'intelligence artificielle de façon assez régulière et que vous souhaitez bien évidemment travailler avec. Moi ça m'arrive de temps en temps que vous avez besoin de poser des questions avec des réponses assez précises, notamment sur l'impression 3D, des choses comme ça. Vous avez des réponses plus que précises. C'est carrément plus que précis, c'est de l'ingénierie. Des fois, on avait fait le test pour programmer une application pour la radio. Il nous avait fait la programmation complète en Python. On a essayé, ça marche. Vous dites, mets-toi dans la peau d'un programmateur, par exemple. L'autre, il dit, ça y est, je suis prêt. Programme-moi une application pour une web radio, voilà le flux, etc. Et l'autre, il te fait la programmation, tu fais copier-coller, terminer, t'as l'appli. C'est dingue. Donc c'est quand même un truc de dingue. Tu te dis, ça va s'arrêter où? Ce genre de choses. Incroyable.
Voilà en tous les cas ce qui est pour les intelligences artificielles, donc ça s'appelle POE et c'est à télécharger gratuitement sur Android en tout cas. Après je ne sais pas si ça fonctionne POE sur iPhone par exemple. Allez voir dans votre store. Et ensuite, petite info qui est sortie cette semaine pour les jeux vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc tu n'en as pas parlé Tom tout à l'heure, donc peut-être que tu ne l'as pas vu, c'est une nouvelle console portable qui va être mise en service par Lenovo. Pas du tout. Et qui s'appelle Legion Go. Ah ouais, ok. D'accord, comme leurs ordinateurs Légion. Voilà, exactement. Donc depuis la sortie du Steam Deck de Valve, c'est vrai que voilà, les consoles portables, notamment à base d'APU AMD, sont quand même de plus en plus courantes. On en trouve de plus en plus. Donc Lenovo s'est dit pourquoi moi je ne sortirais pas également une console portable. Ce qui prouve que ça marche, hein, parce qu'il y a plein de gens qui disent le Steam Deck ça marche pas, c'est peut-être très restreint, mais dans cette niche ça marche extrêmement bien. En fait. Asus quelques semaines avait sorti le ROG Ally, qui est également une petite console portable. Il y a également Aya Neo ou le GPD également, de nombreuses marques chinoises qui ont distribué notamment leur propre vision des choses. Aujourd'hui c'est donc Lenovo qui fait parler d'elle avec la Legion Go. Donc de la même manière qu'Asus utilise sa marque ROG, Republic of Gamers, pour accompagner notamment la console Ally, Lenovo donc met à profit le nom de Légion, comme tu le disais à l'instant Tom, pour cette console Go qui doit toutefois encore être officialisée. Donc relayé notamment sur le site de Videocards, où on va prendre quelques infos. C'est le site Windows Central qui le premier a parlé de cette nouvelle console. On se souvient qu'il y a quelques temps il y avait une Legion Play qui avait fait parler d'elle, et il s'agissait notamment d'une machine Android qui était focalisée sur le cloud gaming, un peu comme le Logitech G Cloud, qui est jamais sorti d'ailleurs, si vous vous souvenez. Ils en ont parlé pendant des semaines, des mois, et puis il n'y a rien eu. Et bien là, ça y est, c'est sorti. Les photos sont disponibles. On va voir quand ça va arriver en France et on vous fera un petit retour détaillé en tous les cas de cette nouvelle console, et ça peut être relativement intéressant. D'autres infos, vous aviez eu quelque chose vous ou pas toi, non? Je n'ai plus d'infos du tout. T'as plus d'infos, mais t'as entendu parler de cette console ou pas du tout? Non, j'ai entendu parler de celle d'Asus rapidement. Ouais. Mais après non, je me suis pas trop renseigné non plus. Ok. Sur ces consoles. Bon après, je sais pas si c'est vraiment, franchement, je sais pas si ça va marcher moi ces consoles portables, parce que en face il y a quand même du monde. Nintendo, Steam Deck et la Nintendo. Voilà, après je sais pas si pour vraiment, le coup ça s'adresse à des gens qui jouent à d'autres jeux que vraiment Nintendo, parce que c'est vrai qu'on achète la Nintendo pour ses jeux, pour le côté un peu familial à la limite, mais là pour Steam Deck c'est vraiment pour jouer tous les autres jeux qu'on peut trouver sur Steam. Ouais. Après bon. Faut pas qu'on change de console non plus tous les 2 ans, parce que je pense que les gens n'ont peut-être pas envie d'investir. Ils ont envie d'investir, je veux dire, sur le long terme. Mais ça montre quand même que les consoles portables, ça revient un peu en avant. Je me rappelle des fiascos qui avaient été les PlayStation. Ils avaient fait la PSP Go, la PS Vita à l'époque aussi. Ouais, ça a pas trop marché. Alors que pourtant, il y avait des bons jeux qui étaient sortis, mais c'était plus dans l'air du temps. Et là, ça revient différemment avec ces systèmes-là. Alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça des consoles portable comme on l'a connu, ça ressemble plus vraiment à une DS ou une PSP, pour le coup, mais le principe reste un peu le même, c'est l'idée de l'emmener ailleurs, mais par contre c'est pas les mêmes prix quoi. Allez, on va se faire une petite pause, puis après tiens, avant qu'il s'en aille, je demanderai à notre camarade qui est avec moi dans les studios, qui est un vieux pote de radio, il a été voir The Weeknd en concert à Bordeaux. Non, à Paris. À Paris. Donc toi, t'es resté, t'as eu la chance, de voir The Weeknd, ce week-end. Exactly. Alors raconte-nous un petit peu l'ambiance. Voilà, c'était où? Alors c'était au Stade de France, samedi et dimanche soir, et j'ai eu l'honneur d'y aller 2 fois. Oui, t'as fait samedi et dimanche. Samedi et dimanche, oui. Ouais, toi, t'es gourmand, toi. C'était pas prévu le dimanche soir, mais étant donné la prestation du samedi, je me suis dit, il faut y aller. Ouais. Alors raconte-nous un peu, c'était quoi 2 fois 86 000 personnes. Ah quand même. Mine de rien. Ah la vache. Oui, c'était quand même un spectacle assez énorme, sachant que, étant donné que la scène prend une partie des tribunes, les tribunes arrière étaient donc fermées, et ça a été compensé par les personnes qui étaient notamment en pelouse. Incroyable. Moi j'étais en pelouse VIP. Spectacle de 2 heures, intense, sans pause. Un artiste vraiment complet dans son univers, qui nous fait partager avec une mise en scène incroyable.
Il faut le reconnaître, et puis qui est accessible en fait à tout le monde, puisque il est assez varié dans son spectacle. Ça va du R&B, il y a des moments un peu de techno pour relancer un petit peu la machine par séquence de 10 secondes, etc. Donc belle prestation, quoi. Oui, effectivement. Alors, c'est quoi tes chansons préférées, toi? Enfin, qu'est-ce que tu as préféré? Est-ce que tu as une petite anecdote dans la façon dont il a géré un petit peu le flux des chansons tout au long de ce concert? Il y a des choses qui t'ont marqué plus que d'autres? Il a fait des versions inédites, des remixes, choses comme ça ou pas? Ah ouais, alors disons que moi j'ai la chance d'avoir l'intro qui est mon titre favori. Et le final qui est aussi mon titre favori. Comme ça. J'ai commencé et fini comme il fallait, donc Take My Breath en intro, formidable, en montée en puissance pour mettre l'ambiance, etc. Et le final, c'est avec la reprise avec Swedish House Mafia, qui correspond exactement à l'univers d'un final qui part vraiment en feu, quoi, hein, puisque la scène prend feu, notamment avec ce combat avec la statue qui en fait il est sous son emprise au début, il essaye de s'en détacher avec son masque, etc. Et tout s'embrase et il arrive à s'en détacher. C'est vraiment une belle prestation. Ouais. Super. Alors tu disais 86 000 personnes x2? Ouais, tout à fait. C'est dingue. Enfin, ça ils peuvent au Stade de France. Hein. Ouais, c'est monstrueux. Je crois que c'est 100 000 la capacité maximum, et c'est quand il y a peut-être des matchs. Non, match c'est 80 000. Ah non, on est sur les 80 000. C'est ça. Et tribune complète. Mais c'était plein à craquer. Parce que... c'est quand même dingue. Alors Swedish House Mafia, juste l'aparté, ils sortent un nouvel album, là t'as vu, ça y est, hein, ils sont en studio, ça devrait sortir assez... On croise les doigts. Les doigts. Ouais. Alors pour en revenir à The Weeknd, il y a eu des featuring là, où vraiment il est tout seul? Non, comment ça se passe? Aucun. Notamment il ne chante pas Best Friends. D'accord. Puisqu'il est en duo et l'artiste n'était pas là, donc non, mais pas de featuring du tout. D'accord. C'est compliqué en même temps quand tu fais une grande tournée comme ça. Si l'autre personne fait une tournée, par exemple Ariana Grande a fait pas de tournée en ce moment, mais ce serait compliqué qu'elle le suive. Éventuellement, des fois ils font une date, mais c'est un peu pénaliser les autres aussi, donc bon. Est-ce qu'il y a dans la mise en scène, est-ce qu'il y a des changements importants pendant le show, ou ça reste à peu près la même configuration technique? Alors il y a beaucoup de jeux de lumière. Sur la mise en scène, il y a l'embrasement en fait de la cité qui est derrière lui. Qui fait que bon, effectivement ça apporte une évolution par rapport à ce que l'on voit initialement, mais sinon il y a beaucoup de danseuses notamment qui sont toutes voilées de blanc, etc. Donc il y a toujours cette mise en scène avec la lune qui est en bout de scène, qui aussi suit l'embrasement et devient blanche à la fin puisqu'il se débarrasse de cette emprise de la statue, etc. Donc oui, il y a une histoire, on va dire, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. On est dedans, hein, quand on est vraiment sur place, on comprend en fait ce qu'il veut nous faire raconter, ressentir et raconter, tout à fait. Ouais. Alors toi, tu as eu la chance que le vendredi, tu étais dans une configuration classique dans la foule. Par contre, le dimanche soir, tu es allé en mode VIP, donc tu étais plus près. Ouais. Tu as senti une différence, le fait d'être plus près comme ça? Comment ça s'est passé pour toi? C'est clair. Ce qu'il faut savoir, bon, effectivement, on a la chance d'être plus près de l'artiste, ça c'est indéniable, mais ce qui est vraiment important, c'est que vous avez en fait tout le stade qui en fait reprend les morceaux et vous êtes pris là-dedans, et c'est vraiment impressionnant en fait, et c'est à vivre aussi. Et moi j'avais fait les tribunes la veille, là aussi c'était une ambiance formidable, mais les deux sont à faire. C'est pour ça que j'ai tenu à le faire, puisque on ne va pas le revoir de sitôt, je pense, hein. Oui, parce que là il a fait combien de concerts à Paris? 2? Deux, tout à fait. Il est passé à Bordeaux mardi, ouais. Il a fait autant, vous savez à peu près les chiffres, non? Il a fait Nice aussi, hein. Il a fait Nice aussi. Bordeaux, c'était le Matmut. Oui, c'est ça. Matmut l'Atlantique, ouais. Voilà, je sais pas combien il y a de. Mais c'est plein à craquer, hein. Toute la tournée, tout est plein, hein, à chaque fois. Oui, j'ai une amie à ma fille aussi qui était aussi à Nice. Ouais. Là, c'est pareil, c'était complet, hein. Alors, est-ce qu'il a chanté cette fameuse chanson de France Gall? Oui. Laissez tomber les filles. Oui, exactement. Il a chanté. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Alors, c'est pas la première fois. Non, non, c'est pas la première fois, c'est ça que je vais vous raconter un petit peu, mais est-ce que vous savez d'où vient cette histoire et pourquoi il chante cette chanson? Pas du tout. À votre avis? Non, moi une petite idée peut-être, non, comme ça? Non, même pas, non, tu vois. En fait, il a commencé à chanter ce tube des années 60, issu d'un album qui s'appelle Poupée de cire, poupée de son, donc de France Gall. Il la chante avec un français plutôt bien, il paraît.
Alors je l'ai vu juste un extrait, mais il paraît que c'est plutôt pas mal. Oui, ça va. Un hommage donc forcément à France Gall, à cette chanson et à Serge Gainsbourg, parce que c'est lui qui lui avait écrit. Et a priori, The Weeknd, il a pris cette habitude depuis très longtemps, et notamment sur son titre Montréal, The Weeknd reprend ce célèbre passage de la chanson de France Gall, donc écrite et composée par Serge Gainsbourg en guise d'intro et d'outro. Et ce morceau extrait de son projet qui s'appelle Echo of Silence, qui a été dévoilé en 2011 à The Weeknd. Et à vrai dire, donc dans ce morceau, il s'en sert comme intro et comme outro. Donc c'est pas quelque chose qu'il a sorti du chapeau juste à Paris pour dire je suis en France et je vais chanter une chanson de France Gall. Il le fait depuis très longtemps parce qu'a priori, il serait fan de Gainsbourg, de France Gall notamment, et de cet album. Donc il l'aurait écouté à plusieurs reprises. Il en a pris donc un extrait pour faire l'intro et l'outro de cette chanson. Et donc depuis, il part du principe qu'il le reprendra à chaque fois parce que c'est une chanson qui lui donne beaucoup d'émotions, qu'il a beaucoup aimé. C'est un album référence pour lui. Donc c'est assez incroyable, je trouve que, c'est un Canadien en même temps. Bon, on a un peu de chance puisque il a quand même une culture un peu franco-américaine, mais c'est dingue de se dire. Et ça match. Et ça marche, ça marche. Les gens l'ont repris, on l'en chante. Oui. C'est dingue, c'est ouf quand même parce que c'est pas une chanson que tout le monde écoute, je pense. Non, c'est clair, clairement. Et ça donnait plus d'enthousiasme à ton avis cette chanson, le fait qu'il chante en français ou pas? Je pense qu'après les gens ne connaissent pas non plus l'origine de cette reprise. Ils s'identifient plus au fait qu'il est en France et qu'il fait ça pour les Français. Mais de toute façon, le résultat est le même. Ça communie, c'est clair. Alors, est-ce que vous avez des concerts que vous avez envisagé d'aller voir là avant la fin de l'année ou pas? Max, t'as des choses qui te branchaient que tu auras envie de faire ou que tu souhaiterais faire? Non, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Non. Pas d'idée? Non. Tu vas aller voir quelqu'un d'autre, du coup, Fabrice, toi, ou pas? J'ai raté Coldplay. Ça doit être chouette aussi. Oui, voilà. Moi, je vais pas non plus tous les 4 matins, mais j'aime bien voir quand même de bons artistes. J'avais payé mes places l'année dernière pour Swedish House Mafia, les deux. Ouais, c'est vrai. Incident technique avec mon fils, on n'a pas pu y aller. Merde. On a raté on a raté le coche. Il y a, je pense, encore pas mal d'artistes à voir. Coldplay, c'est bien. Et toi, alors Tom, toi, tu as eu la chance, tu as été voir Mylène Farmer. Oui. Donc c'est le même acabit un peu que nos camarades de ce week-end, parce que forcément, c'est énorme. J'ai récupéré la place d'un ami qui pouvait pas y aller parce qu'il aimait pas l'expérience en fosse. Donc j'ai pu racheter la place et j'ai eu cette chance et c'était vraiment chouette aussi. Mais pour la fin d'année, non, j'ai pas de concert prévu l'année prochaine. Il aura fallu patienter pas loin de 24 ans, ça valait le coup quand même, pour Fuse, le 11e album d'Everything But The Girl, qui a inauguré donc 10 chansons originales et des arrangements à la fois électroniques et acoustiques, plutôt de belle facture, donc je vous conseille véritablement d'aller découvrir ce nouvel album qui se nomme Fuse. Bon, allez, c'est la suite, il nous reste encore... Fuse, pas la boisson. Fuse. Pas la boisson. Pas la boisson, non, mais ça aurait pu être la boisson. Quelques infos rapides concernant l'actualité musicale. Donc vous avez vu cette info la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, concernant l'hospitalisation on parlait du roi de la pop, de la reine de la pop, de Madonna, qui a été hospitalisée. Elle a de la chance d'être en vie, du coup c'est ce qu'elle a expliqué sur son tweet. Bon, elle a toujours la tronche des frères Bogdanov. C'est vrai que ça fait flipper. Depuis quelques temps, je me disais, entre la dinde et les frangins, on est servi. Donc un mois après son hospitalisation en soins intensifs, suite à cette grave infection bactérienne qu'elle a chopée, Madonna a plus ou moins retrouvé la forme. Donc elle a fait une publication sur Instagram où elle pose donc avec ses enfants, et la chanteuse a donc donné de ses nouvelles et raconte à quel point elle est reconnaissante d'être encore en vie après avoir frôlé le pire. Les médecins, véritablement, on va pas dire qu'ils ont fait des miracles, mais ils ont assuré parce que c'était mal barré quand même. Elle est arrivée à moitié dans le coma, c'était chaud patate, elle avait une sacrée infection. Alors je sais pas à quoi c'était dû, c'est pas précisé, mais elle a dû bouffer quelque chose, parce qu'elle bouffe toujours des trucs un peu à la con, une espèce de régime. Non mais tu sais, elle bouffe que des graines, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est un hamster, le truc. C'est un hamster. Alors, la dinde a 70 ans quand même. C'est pas mine de rien. Mine de rien. Et donc, du coup, elle s'en est sortie. Maintenant, je sais pas si elle va reprendre à chanter. Mais je crois que ces dates sont pas annulées. Il y a quelques-unes qui ont été déplacées, mais la tournée elle va commencer en fin d'année. Bon.
On va faire un petit test. Tiens, vous savez, cette semaine, la SNEP, donc c'est l'organisme qui gère tout ce qui est production musicale, etc. en France, a sorti donc un petit bilan, notamment un petit classement des 20 chansons les plus diffusées en radio en 2023. Alors forcément, un petit quiz, je vous demande juste les 3 premiers, une petite idée. Max, as-tu une idée? Juste avant, c'est des musiques d'aujourd'hui ou des musiques de l'époque? C'est les 20 chansons les plus diffusées en radio en 2023. Voilà. Donc il y a du français, il y a de l'anglais, il y a tout. Donc pour vous, c'est quoi les 20 chansons? Enfin, au moins les 3 premières. Tu dois avoir de The Weeknd, je pense. Donc toi, tu dis The Weeknd. Ouais, ça va en faire partie, je pense. D'accord. Tom, pardon. Jul, d'accord. si bon. Une autre peut-être, vite fait? Non, j'ai pas là. T'as pas, ok. Et Fab, une petite idée des 20 chansons, enfin au moins une ou deux, quoi. David Guetta ou Martin Solveig? David Guetta, Martin Solveig, d'accord. Alors Guetta, je vais vous donner les 20 vite, je vais vous donner au moins les 10 premiers. Premier, c'est Metro Boomin avec The Weeknd, 21 Savage, voilà, Creepin. 2, Miley Cyrus, Flowers. Ouais, bah oui. Ah oui, c'est vrai. 3, Maneskin avec The Lonely Nest. Ah oui, ok. Voilà. Les 4, les Benson Boons, Philippine Loveray, In the Stars. Je connais pas. Ça me dit rien, ça. 5, Lizzo, To Be Loved, on en parlait tout à l'heure. Fait partie des 10 titres les plus diffusés en radio 2023. Ouais, en France, bien sûr. Ensuite, en 6, vous avez Louane avec Secret. Ah ouais, d'accord. En 7, Lil Nas X avec Store Walking. En 8, Ed Sheeran, Célestial. En 9, Rosaline, Snap. En 10, Dermot Kennedy avec Kiss Me. Alors je peux vous faire très international en fait tout ça. Exactement. Je peux vous faire les 10 derniers. Vous voyez, il y a Dermot Kennedy avec Kiss Me, donc je l'ai dit. Ed Sheeran, Eyes Closed arrive également en 11e place. Star, Rush. Linkin Park en 13e avec Lost. Imagine Dragons, Symphony en 14e position. Rosalia avec Lilm en 15. 16, Rihanna, Lift Me Up. 17, Vianney, Ed Sheeran, Call on Me. 18, Nuit Incolore, Dépassé. 19, Pierre Demaher, Enfant 2. Et 20, Vianney et Mika avec Keep It Simple. C'est quand même assez étonnant. C'est dingue. Pas beaucoup de français. C'est pour ça que je voulais qu'on échange un petit peu autour de ce classement. Enfin, les 3 premiers, Metro Boomin, Miley Cyrus et Maneskin. Après Maneskin, il fonctionne très bien dans le monde entier. Mais je suis quand même étonné qu'en France ce soit à ce point. Ouais, surtout en France. Donc même pour moi, Metro Booming, surtout tu as vu quand on fait les top singles ou tes albums, ils en font même pas partie à chaque fois. Exactement. Mais c'est pas parce qu'ils sont au top qu'ils sont les plus diffusés. C'est et c'est ce qu'explique dans la Snap un peu. Il y a un espèce de petit compte rendu dans lequel ils expliquent un petit peu. Donc c'est le système des rotations des radios, c'est-à-dire le nombre de fois où ces titres sont programmés par rapport à un nombre de radios défini qui fait une majorité en France. Et donc voilà, les 20 titres, c'est ceux-là. C'est ceux-là où il y a le plus de rotations, les plus diffusés en France. Intéressant. Il faudra que tu demandes à Dimitri. Alors, il faut savoir que il était tellement passionné de radio, Fabrice, tu veux, qu'il a collé forcément ça à son drôle. C'est que le branleur Dimitri, son gamin, que j'ai connu, qui était haut comme 3 pommes à genoux, là, lui, il était tellement mordu de radio que le gamin, il a fait l'école Europe 1. Aujourd'hui, il est journaliste sur Europe 1. Vous pouvez l'écouter tous les matins dans la matinale. C'est le journaliste officiel de la matinale, Dimitri Vernet. Voilà, journaliste sur Europe 1. Et le gamin, il a fait la suite, il a pris la relève. Ne faut pas des du paternel, et aujourd'hui on va le saluer. Il nous écoute certainement pas, mais en tous les cas on pense à lui ce matin et à toutes celles et tous ceux qui font la radio au quotidien, tous les jours, les pros, les amateurs comme nous, les gens qui ont une passion comme ça et qui animent chaque jour. Et puis on va saluer toute l'émission locale de France également, parce qu'on a beaucoup qui nous écoutent. À La Rochelle ce matin également, ils nous écoutaient pour un futur projet, peut-être pas de radio sur place, mais on sait jamais. Et puis toutes celles et tous ceux qu'on a accompagnés de Bordeaux, de Lille, de Caen, qui ont monté des projets comme celui-ci aujourd'hui, de faire de la radio un support pour que les jeunes puissent venir s'exprimer, puis acquérir tout un tas de compétences comme on a pu faire nous. Quand on a démarré, on n'était pas forcément des jeunes super on n'est pas extravertis, on n'est pas bien, mais on a appris à parler, on a appris à communiquer, à échanger, à être dynamique, et ce qui fait de nous aujourd'hui le fait qu'on continue à animer cette passion. Moi comme DJ, Fabrice qui s'est remis aussi à mixer un petit peu, Et tout ça pour vous dire qu'on vous retrouvera rapidement, c'est-à-dire jeudi prochain pour une nouvelle matinale sur On Air Radio.